Je ne savais pas vraiment où poster ces histoires, alors j'ai décidé de les partager ici. Je suis agent de recherche et de sauvetage, SAR, depuis quelques années maintenant, et au fil du temps, j'ai vu des choses qui, je pense, pourraient vous intéresser. J'ai un assez bon bilan en ce qui concerne la localisation de personnes disparues. La plupart du temps, elles s'éloignent juste du sentier, ou glissent le long d'une petite falaise, et ne parviennent pas à retrouver leur chemin. La majorité d'entre elles suivent le vieux conseil du « restez où vous êtes » et ne s'éloignent pas trop. Mais j'ai eu 2 cas où cela ne s'est pas produit. Ces 2 affaires me dérangent beaucoup, et je les utilise comme motivation pour chercher encore plus ardemment les personnes disparues lors des interventions. Le premier cas concernait un petit garçon parti cueillir des baies avec ses parents. Lui et sa sœur étaient ensemble, et les 2 ont disparu à peu près en même temps. Les parents les ont perdus de vue pendant quelques secondes, et pendant ce laps de temps, apparemment, les 2 enfants se sont éloignés. Incapables de les retrouver, les parents ont appelé les secours, et nous sommes venus fouiller la zone. Nous avons retrouvé la fillette assez rapidement, et quand nous lui avons demandé où était son frère, elle nous a dit qu'il avait été emmené par l'homme-ours. Elle a dit qu'il lui avait donné des baies et lui avait dit de rester silencieuse, qu'il voulait jouer avec son frère pendant un moment. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il était juché sur les épaules de l'homme-ours et semblait calme. Bien sûr, notre première hypothèse a été un enlèvement, mais nous n'avons jamais trouvé la moindre trace d'un autre être humain dans cette zone. La petite fille insistait aussi sur le fait que ce n'était pas un homme ordinaire. Il était grand, couvert de poils, comme un ours, et avait un visage bizarre. Nous avons fouillé cette zone pendant des semaines, l'un des appels les plus longs que j'ai connus, mais nous n'avons jamais trouvé la moindre trace de cet enfant. L'autre cas concernait une jeune femme partie en randonnée avec sa mère et son grand-père. D'après la mère, sa fille était montée dans un arbre pour avoir une meilleure vue sur la forêt, et elle n'en était jamais redescendue. Ils l'ont attendue au pied de l'arbre pendant des heures, l'appelant, avant de demander de l'aide. Là encore, nous avons fouillé partout, et nous n'avons jamais trouvé le moindre indice. Je n'ai aucune idée d'où elle aurait pu aller, car ni la mère ni le grand-père ne l'ont vue redescendre. À plusieurs reprises, j'ai été seul à chercher avec un chien pisteur, et l'animal a tenté de me conduire droit vers des falaises. Pas des collines, pas même des parois rocheuses, non, des falaises à pic, sans la moindre prise pour s'accrocher. C'est toujours déconcertant, et dans ces cas-là, on retrouve généralement la personne de l'autre côté de la falaise, ou à des kilomètres de là où le chien nous a menés. Je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle, mais c'est franchement étrange. Un cas particulièrement triste concernait la récupération d'un corps. Une fillette de 9 ans est tombée d'un talus et s'est empalée sur un arbre mort en contrebas. C'était un accident totalement imprévisible, mais je n'oublierai jamais le cri que sa mère a poussé quand nous lui avons expliqué ce qui s'était passé. Elle a vu le sac mortuaire être chargé dans l'ambulance et elle a hurlé d'un cri à fendre l'âme, le plus déchirant que j'ai jamais entendu. C'était comme si sa vie entière s'effondrait autour d'elle, comme si une partie d'elle-même était morte avec sa fille. J'ai appris par un autre agent SAR qu'elle s'était suicidée quelques semaines plus tard. Elle n'a pas pu supporter la perte de sa fille. Un jour, j'étais en binôme avec un autre agent SAR, car des ours avaient été signalés dans la région. On recherchait un homme qui n'était pas rentré d'une excursion d'escalade. On a dû faire de l'escalade sérieuse pour atteindre la zone où on pensait le trouver. On l'a découvert coincé dans une crevasse avec une jambe cassée. C'était vraiment pas joli. Il était là depuis presque 2 jours, et sa jambe était visiblement infectée. On a réussi à le faire élitreiller, et un des secouristes m'a dit que le gars était inconsolable. Il répétait qu'il allait bien, jusqu'à ce qu'il arrive au sommet. Là, un homme l'y attendait. Il disait que cet homme n'avait aucun équipement d'escalade, portait une parka et un pantalon de ski. Il s'était approché, et quand l'homme s'est retourné, il n'avait pas de visage, juste un vide. Il a paniqué, a essayé de redescendre trop vite, et c'est comme ça qu'il est tombé. Il disait avoir entendu cet homme toute la nuit, descendant la montagne en poussant des sortes de cris étouffés et affreux. Cette histoire m'a mis très mal à l'aise. Je suis bien content de ne pas avoir été là pour l'entendre. Une des choses les plus terrifiantes que j'ai vécues concerne la recherche d'une jeune femme qui s'était séparée de son groupe de randonneurs. Nous étions encore sur le terrain tard dans la nuit.
car les chiens avaient détecté son odeur. Quand on l'a retrouvée, elle était recroquevillée sous un gros tronc pourri. Elle n'avait plus ses chaussures ni son sac, et elle était visiblement en état de choc. Elle n'avait aucune blessure, et nous avons pu la convaincre de marcher avec nous jusqu'à la base. Mais en chemin, elle ne cessait de regarder derrière nous et de nous demander pourquoi ce grand homme aux yeux noirs nous suivait. Nous, bien sûr, ne voyions personne, alors nous avons mis ça sur le compte du choc. Mais plus nous approchions de la base, plus elle devenait agitée. Elle me suppliait de lui dire d'arrêter de lui faire des grimaces. À un moment, elle s'est arrêtée net, s'est tournée vers la forêt et a commencé à hurler qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille. Elle disait qu'elle n'irait pas avec lui et qu'elle ne nous donnerait pas à lui. On a réussi à la faire repartir, mais on a commencé à entendre des sons étranges tout autour. Une sorte de toux, mais plus rythmée, plus profonde, presque comme un bruit d'insectes. Je ne sais pas comment mieux le décrire. Quand on a commencé à voir la base, la femme s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés au maximum, et m'a dit « Il dit de te dépêcher. Il n'aime pas regarder la cicatrice sur ton cou. » J'ai une toute petite cicatrice à la base du cou, presque toujours cachée par mon col. Et je ne sais pas comment elle a pu la voir. À peine avait-elle dit cela, que j'ai entendu cette toux étrange tout près de mon oreille. J'ai failli bondir de peur. J'ai pressé le pas pour l'amener jusqu'à la base, en essayant de ne pas montrer à quel point j'étais terrifié. Et je dois dire que j'étais sacrément soulagé quand on a quitté la zone ce soir-là. Voici la dernière histoire que je vais raconter, et c'est sans doute la plus étrange. Je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les unités SAR, mais dans la mienne, c'est une chose tacite, récurrente. Vous pouvez essayer d'en parler avec d'autres agents SAR, mais même s'ils savent de quoi vous parlez, ils ne diront probablement rien. Nos supérieurs nous ont ordonné de ne pas en parler, et à ce stade, on s'y est tellement habitué que ça ne nous semble même plus étrange. Dans quasiment chaque mission qui nous mène profondément dans la nature, je parle de 30 ou 40 miles dans les terres, on finit presque toujours par tomber sur un escalier en plein milieu de la forêt. C'est comme si on avait découpé un escalier d'une maison et qu'on l'avait posé là, au milieu des bois. La première fois que j'en ai vu, j'ai demandé ce que c'était, et un autre agent m'a simplement dit de ne pas m'en inquiéter, que c'était normal. Tout le monde m'a dit la même chose. J'ai voulu m'en approcher, les examiner, mais on m'a très fermement conseillé de ne jamais m'en approcher. Aujourd'hui, je les ignore simplement quand j'en vois, car cela arrive bien trop souvent. Beaucoup ont réagi à propos des escaliers, alors je vais aborder ce sujet brièvement ici, avec une histoire en prime. Ces escaliers existent sous toutes sortes de formes, tailles, styles et états. Certains sont très délabrés, presque des ruines, tandis que d'autres semblent flambant neufs. J'en ai vu une fois qui ressemblaient à ceux d'un phare, en métal, en spirale, avec un air ancien. Les escaliers ne montent pas à l'infini, ni au-delà de ce que je peux voir, mais certains sont plus hauts que d'autres. Comme je l'ai déjà dit, imaginez juste les escaliers de votre maison, comme si on les avait découpés et collés au milieu de nulle part. Je n'ai pas de photos. Je n'ai jamais pensé à réessayer d'en prendre après la première fois. Et honnêtement, je ne tiens pas à risquer mon boulot pour ça. J'essaierai peut-être un jour, mais je ne promets rien. Concernant les personnes disparues, je dirais qu'environ la moitié des appels que je reçois concernent cela. Le reste, ce sont des sauvetages, gens tombés de falaises, blessés par le feu. Vous seriez surpris du nombre de jeunes ivres qui se brûlent, piqués ou mordus par des insectes ou des animaux. On est une équipe soudée, avec des vétérans vraiment doués pour repérer les signes de personnes perdues. C'est pour ça que ces cas où l'on ne retrouve absolument rien sont si frustrants. L'un d'eux nous a particulièrement marqués, parce qu'on a bien trouvé une trace, mais elle a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Un homme âgé faisait de la randonnée seul sur un sentier bien balisé. Sa femme nous a appelés car il n'était pas rentré. Apparemment, il avait des antécédents de crise d'épilepsie, et elle craignait qu'il ait oublié son traitement. Pourquoi il est parti seul? Pourquoi elle ne l'a pas accompagné? Aucune idée, mais à un moment donné, ces questions importent peu. Quelqu'un a disparu, et mon boulot, c'est de le retrouver. On s'est mis en formation standard de recherche, et un vétéran a vite remarqué que l'homme avait quitté le sentier.
On a formé un éventail pour couvrir un maximum de terrain. Puis un message radio nous ordonne de tous revenir à la position du vétéran. Généralement, ça veut dire qu'on a trouvé la personne ou qu'elle est blessée. Quand on arrive, le vétéran est debout au pied d'un arbre, les mains sur la tête. Je lui demande ce qu'il se passe. Il pointe une branche en haut de l'arbre. Et là, pendu à au moins 10 mètres de haut, on voit le bâton de marche du disparu. La lanière est enroulée autour d'une branche. Impossible qu'il ait pu le lancer aussi haut. Pas d'autres traces autour. Aucun signe de sa présence. On appelle, on fouille l'arbre, rien. Même les chiens perdent sa piste bien avant cet arbre. Après des semaines, la recherche est arrêtée. Sa femme nous appelait tous les jours. Et à chaque fois, on sentait son espoir s'effondrer un peu plus. Ce cas nous hante. Qui a mis ce bâton là-haut? Pourquoi? Un avertissement? Une provocation? On ne sait toujours pas. Les enfants disparus, ce sont les pires. Peu importe les circonstances, c'est toujours déchirant. On redoute par-dessus tout de les retrouver sans vie. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. David Polides parle souvent d'enfants retrouvés dans des endroits impossibles. J'ai plus entendu parler de ces cas que je n'en ai vu moi-même, mais je vais vous raconter celui qui me revient le plus souvent en tête. Une mère était partie pique-niquer avec ses 3 enfants près d'un petit lac du parc. Les enfants avaient 6, 5 et 3 ans. Elle les surveillait de très près et affirmait ne jamais les avoir quittés des yeux. Elle n'a vu personne d'autre dans les environs, ce qui est important. Elle remballe leurs affaires, ils se dirigent vers le parking, à 2 km du lac. Le chemin est clair, impossible de se perdre, à moins de vouloir sortir du sentier volontairement. Les enfants marchent devant elle. Elle entend un bruit derrière elle, se retourne. 4 secondes plus tard, son fils de 5 ans a disparu. Elle pense d'abord qu'il est juste allé faire pipi, demande à ses 2 autres enfants où il est. Ils lui disent donc un grand homme avec un visage effrayant est sorti des bois, a pris la main du garçon et l'a emmené avec lui. Les 2 autres ne semblaient même pas effrayés, presque comme s'ils étaient drogués, confus. Elle panique, hurle son nom, croit même l'entendre répondre. Mais elle ne peut pas foncer dans les bois avec les 2 autres. Alors elle appelle la police. On arrive très vite et on commence à chercher. On ratisse des kilomètres, mais pas une trace. Pas d'odeur pour les chiens, pas de vêtements, rien. La mère est soupçonnée au début, bien sûr, mais on comprend vite qu'elle est anéantie. On a cherché ce gamin pendant des semaines, avec des bénévoles. Puis un jour, on reçoit un appel. Un corps a été trouvé. On ne peut pas y croire. Le lieu est à 24 km du point de disparition. On pense d'abord à un autre enfant. Mais non, c'est bien lui. Un bénévole était passé dans le coin juste par curiosité. Il tombe sur une pente rocheuse, et là, à mi-hauteur, il voit un petit corps coincé dans une cavité. Il reconnaît le t-shirt du garçon. On met presque 1 heure à récupérer le corps, et on hallucine. L'endroit est presque inaccessible, même avec notre équipement. L'enfant n'a aucune égratignure. Ses pieds sont propres, alors qu'il est pieds nus. Impossible qu'un animal l'ait traîné là, et il n'est mort que depuis 1 jour ou 2. Pourtant, il était porté disparu depuis plus d'1 mois. L'autopsie conclut à une mort par hypothermie. Pas de suspect, pas d'explication. C'est probablement le cas le plus déroutant auquel j'ai assisté. Un de mes premiers boulots en tant que stagiaire a été la recherche d'un gamin de 4 ans séparé de sa mère. On était confiants. Les chiens avaient une piste solide. On voyait des signes clairs. On l'a retrouvé dans un buisson à baies, à un peu moins d'1 kilomètre. Il n'avait même pas réalisé qu'il s'était éloigné. Un vétéran l'a ramené. Moi, je ne suis pas doué avec les enfants. En repartant, ma formatrice m'emmène vers un endroit qu'elle appelle « zone chaude ». Un endroit où beaucoup de gens sont retrouvés. C'est une cuvette naturelle dans le terrain, facile à descendre. On marche environ 1 heure, 8 km du parking. Et là, je vois un truc au loin. Des lignes droites. En pleine nature, c'est bizarre. Je lui montre, elle ne dit rien. Me laisse m'approcher. Et là, tous les poils de mon cou se dressent. C'est un escalier. 10 marches, avec moquette beige, posées au milieu de la forêt. Juste les marches, les côtés sont en bois. C'est comme un bug dans un jeu vidéo. Ma formatrice me rejoint, reste calme. Je lui demande ce que c'est. Elle rit. Habitue-toi, Bleuzaï.
Tu vas en voir plein. Je commence à m'approcher. Elle m'attrape. Fort, Je ferai pas ça. dit-elle d'un ton neutre mais ferme. Tu vas en voir souvent. Mais ne t'approche pas. Ne les touche pas. Ne monte jamais dessus. Ignore-les. Je voulais lui poser des questions, mais son regard m'a dissuadé. On est reparti. Et on n'en a plus jamais reparlé. Elle avait raison. Un appel sur 5. Je croise des escaliers. Parfois près du sentier, parfois à des dizaines de kilomètres, perdu dans la forêt. Toujours en bon état. Parfois massifs, comme ceux d'un manoir. J'ai essayé d'en parler autour de moi. Même réponse. C'est normal. Ne t'en occupe pas. Ne les touche pas. Maintenant, quand un stagiaire me demande, je lui dis la même chose. Je n'ai pas d'autre explication. J'espère qu'un jour, j'en aurai une. Mais ce jour n'est pas encore venu. Voici une autre histoire, moins effrayante que triste. Un jeune homme a disparu à la fin de l'hiver, à une période où, franchement, personne ne devrait s'aventurer aussi loin sur les sentiers. On enferme beaucoup à cette saison, mais certains restent ouverts toute l'année, sauf en cas d'énormes chutes de neige. On a lancé une opération de recherche, mais il y avait près de 2 mètres de neige au sol. C'était une année particulièrement neigeuse, et on savait qu'on ne le retrouverait probablement qu'au printemps, à la fonte. Et effectivement, lors de la première grosse fonte, un randonneur a signalé un corps, un peu à l'écart du sentier principal. On l'a retrouvé au pied d'un arbre, dans un amas de neige fondue. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé, et ça m'a glacé le sang. Ceux d'entre vous qui font du ski ou du snowboard, ou qui passent du temps en montagne, auront probablement deviné. Quand la neige tombe, elle ne s'accumule pas autant sous les branches, surtout celles des sapins, à cause de leur forme de parapluie fermé. Résultat, il se forme autour de la base de ces arbres une poche de neige légère, mélangée à de l'air et des branches. On appelle ça un puits d'arbres. Et si on ne sait pas ce que c'est, on ne les repère pas facilement. On met de grands panneaux d'avertissement au centre d'accueil pour expliquer leur dangerosité, mais chaque année où la neige tombe abondamment, au moins une personne les ignore, ou ne les prend pas au sérieux, et on ne découvre le drame qu'au printemps. Je pense que ce jeune homme faisait de la randonnée, a eu une crampe ou était simplement fatigué, et a voulu s'asseoir au pied d'un arbre, sans savoir qu'il y avait un puits. Il est tombé dedans, les pieds vers le haut, et la neige autour de lui s'est effondrée. Coincé, il n'a pas pu s'en dégager et a fini par suffoquer. On appelle ça une asphyxie par immersion dans la neige, et ça ne se produit que dans des conditions très particulières. Mais même avec 2 mètres de neige, si on tombe mal, ça peut être fatal. Ce qui m'a le plus terrifié, c'est d'imaginer comment il a dû lutter. À l'envers, dans le froid glacial. Il n'est pas mort rapidement. La neige a formé un amas dense et lourd au-dessus de lui, impossible à percer. Plus l'air se raréfiait, plus il devait comprendre ce qui lui arrivait. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il a pensé dans ces derniers instants. Beaucoup de mes amis peu familiers avec la nature me demandent si j'ai déjà vu le Goatman, l'homme-chèvre, pendant une mission. Malheureusement, ou heureusement, ce n'est jamais arrivé. Le plus proche serait l'histoire de l'homme aux yeux noirs, mais je ne l'ai pas vu moi-même. Cependant, j'ai eu une mission où quelque chose d'assez similaire s'est produit, même si je ne dirais pas que c'était le Goatman. On avait reçu un appel signalant qu'une femme âgée s'était évanouie sur un sentier et avait besoin d'aide pour redescendre. On grimpe jusqu'à elle, et son mari était complètement paniqué. Il nous rejoint, en trottinant plutôt qu'en courant, et nous dit qu'il s'était un peu éloigné du sentier pour observer quelque chose quand sa femme s'est mise à hurler derrière lui. Il est revenu en courant et l'a trouvée inconsciente sur le sol. On l'a placée sur une civière, et alors qu'on descendait vers le centre d'accueil, elle a repris connaissance et s'est remise à hurler. Je l'ai calmée et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Je ne me rappelle plus ses paroles exactes, mais en gros, elle a dit « Elle attendait son mari quand elle a commencé à entendre un bruit très étrange. Ça ressemblait à un chat, mais quelque chose n'allait pas. Elle n'arrivait pas à comprendre quoi. Elle s'est un peu avancée pour mieux entendre, et le son s'est rapproché. Plus il approchait, plus elle se sentait mal à l'aise, jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui clochait. Et là,
Je me souviens précisément de ce qu'elle a dit, parce que c'était si étrange que je ne pourrai jamais l'oublier. Ce n'était pas un chat. C'était un homme qui disait le mot miaou encore et encore. Juste miaou, miaou, miaou. Mais ce n'était pas un homme. Ça ne pouvait pas l'être, parce que je n'ai jamais entendu un homme faire vibrer sa voix comme ça. J'ai cru que mon appareil auditif déconnait, mais non. Je l'ai réglé, et ça bourdonnait toujours. C'était horrible. Il se rapprochait, mais je ne le voyais pas. Et plus il approchait, plus j'avais peur. La dernière chose dont je me souviens, c'est une silhouette qui sortait des arbres. Je suppose que c'est là que je me suis évanoui. Évidemment, je me suis demandé ce qu'un type foutait en pleine forêt à dire « miaou, miaou » aux gens. Quand on est redescendu, j'ai dit à mon supérieur que je voulais retourner là-haut pour voir si je trouvais quelque chose. Il m'a donné son feu vert, j'ai pris une radio, et je suis retourné à l'endroit où elle s'était évanouie. Je n'ai vu personne, alors j'ai continué un peu plus loin, environ 1 kilomètre. En revenant, je suis sorti du sentier pour voir d'où la silhouette aurait pu venir. Le soleil commençait à se coucher, et je n'avais pas envie de rester seul dans les bois la nuit. Alors je me suis dit que je reviendrais le lendemain, mais alors que je redescendais, j'ai entendu un son au loin. Je me suis arrêté, et j'ai appelé à haute voix pour que quiconque dans la zone s'identifie. Le son ne se rapprochait pas, ne devenait pas plus fort. Mais c'était exactement comme un homme qui disait « miaou, miaou » sur un ton plat. Aussi ridicule que ça puisse paraître, ça ressemblait à la voix du type avec un électrolarynx dans South Park, Ned. Je suis sorti du sentier dans la direction d'où ça semblait venir, mais je n'arrivais jamais à me rapprocher. On aurait dit que ça venait de partout à la fois. Finalement, le son s'est estompé et je suis retourné au centre d'accueil. Aucun autre rapport n'a été fait. Même en retournant sur place, je n'ai plus jamais entendu ce son précis. Peut-être que c'était juste un abruti qui voulait faire peur. Mais même moi, je dois admettre que c'était vraiment bizarre. La première histoire s'est produite juste après ma formation, à une époque où j'étais encore tout nouveau dans le métier. Avant de prendre ce poste, j'étais bénévole, donc j'avais une idée générale de ce qui m'attendait. Mais à ce moment-là, on s'occupait surtout de retrouver les personnes après que les vétérans aient déjà repéré des indices. En tant qu'agent SAR, on est appelé pour toutes sortes de cas, des morsures d'animaux aux crises cardiaques. Ce jour-là, l'appel est arrivé tôt le matin. Un jeune couple était sur un sentier près du lac. Le mari était complètement hystérique, on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il racontait. On entendait la femme hurler en arrière-plan, et il suppliait qu'on vienne immédiatement. Quand on est arrivé, on l'a vue tenant sa femme dans ses bras, et elle tenait quelque chose elle-même. Elle poussait des cris inhumains, presque animaux, et lui sanglotait. Dès qu'il nous a vus, il s'est mis à hurler pour qu'on les aide, qu'on appelle une ambulance. Bien sûr, on ne pouvait pas faire monter une ambulance sur ce genre de sentier pédestre. Alors on lui demande si sa femme a besoin d'aide pour marcher. Il arrive à nous dire que ce n'est pas elle qui a besoin d'aide. Je vais donc vers elle pendant qu'un vétéran tente de calmer le mari. Elle est en train de se balancer, tenant quelque chose dans ses bras, et elle hurle sans s'arrêter. Je m'accroupis et je remarque que ce qu'elle tient est couvert de sang. C'est là que je vois l'écharpe porte-bébé sur sa poitrine. Et mon cœur se serre. Je lui demande doucement ce qu'il se passe et j'essaie d'écarter ses bras, juste assez pour voir. C'est son bébé. Il est manifestement mort. Le côté de sa tête est enfoncé et son corps est couvert d'égratignures. J'ai déjà vu des cadavres, mais cette scène m'a bouleversé. Il m'a fallu un moment pour me reprendre. Je suis allé chercher un autre vétéran en lui disant que l'enfant était décédé. Il m'a tapé sur l'épaule et m'a dit qu'il s'en occupait. Il nous a fallu plus d'1 heure pour que la mère accepte de lâcher le corps. Chaque fois qu'on essayait de le prendre, elle paniquait, répétant qu'on ne pouvait pas la voir, qu'il irait mieux si on la laissait faire. Finalement, un vétéran a réussi à la calmer et elle nous a confié l'enfant. On l'a ramené au poste médical, mais quand les ambulanciers sont arrivés, ils nous ont dit qu'il n'y avait jamais eu d'espoir. Il était mort sur le coup à cause du traumatisme crânien. Une infirmière amie à moi, présente à l'hôpital, m'a raconté ce qui s'était passé. Le couple marchait sur le sentier avec le bébé en écharpe.
L'enfant pleurait, alors le père l'a pris dans ses bras. Ils se sont arrêtés près d'un petit ravin. La mère s'est approchée pour voir, a glissé sur un sol instable, est tombée sur le père, qui a lâché le bébé. Le petit a fait une chute d'environ 6 mètres, droit sur des rochers. Il est mort sur le coup. Il avait environ 15 mois. C'était un accident absurde. Une chaîne de causes tragiques menant à l'issue la plus horrible. L'un des pires appels que j'ai reçus. Je n'ai pas vu beaucoup de morsures d'animaux pendant mon temps en Sarre, principalement parce qu'il n'y a pas tant d'animaux dans la région. Il y a bien des ours, mais ils restent à l'écart. On croise plus souvent des coyotes, ratons laveurs ou moufettes. En revanche, on voit souvent des orignaux. Et je vous le dis, ce sont des sales bêtes. Ils peuvent charger pour rien. Et si vous vous trouvez entre une femelle et son petit, que Dieu vous aide. Un appel plutôt drôle concernait un gars poursuivi par un énorme orignal mâle. Il avait grimpé dans un arbre pour lui échapper. Il nous a fallu près d'1 heure pour le faire descendre. Une fois au sol, il me regardait lâche. Bordel, ils sont énormes vus de près. Pas une histoire effrayante, mais on en rigole encore. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier cette histoire, mais c'est, de loin, la chose la plus terrifiante qui me soit arrivée. Peut-être que je l'ai enfouie volontairement. Quand on passe tout son temps dans les bois, on ne peut pas se permettre de laisser la peur s'installer. Si vous avez des expériences comme celle-là, vous avez tendance à les refouler. C'est la seule fois où j'ai vraiment remis en question ce métier. C'était à la fin du printemps. Une fillette de 4 ans avait disparu de son campement familial depuis environ 2 heures. Les parents étaient effondrés. Comme toujours, ils disaient « Elle ne s'éloigne jamais. Elle reste toujours près de nous. Elle n'a jamais fait ça. » On les a rassurés, dit qu'on ferait tout pour la retrouver, puis on s'est mis en formation de recherche. J'étais avec un de mes meilleurs potes, et on discutait en marchant. Je sais que ça semble froid, mais on finit par se désensibiliser. Il le faut. C'est un mécanisme de survie. Après 2 bonnes heures de marche, on sortait d'une petite vallée quand, d'un coup, on s'est arrêté net. En même temps, on s'est regardé. J'ai eu l'impression que la pression autour de moi chutait. Mes oreilles ont popé et j'ai ressenti comme si j'avais chuté de 3 mètres. Je voulais demander à mon pote s'il avait ressenti ça. Mais avant que je puisse parler, un bruit assourdissant a éclaté. C'était comme un train de marchandises qui passe à quelques centimètres de vous. Sauf que le son venait de partout à la fois, même du ciel et du sol. Mon pote hurlait quelque chose, mais je n'entendais rien. On a regardé autour de nous, cherchant la source, mais il n'y avait rien. Pas de falaise, pas d'éboulement. Et soudain, le bruit s'est arrêté. Network. Comme si quelqu'un avait coupé l'interrupteur. Le silence. Puis, peu à peu, les sons normaux de la forêt sont revenus. Mon pote m'a demandé ce qu'il s'était passé. J'ai haussé les épaules. J'ai appelé à la radio. Quelqu'un d'autre a entendu la fin du monde ou je suis fou. Personne n'avait entendu quoi que ce soit, alors qu'on était tous à distance de voix. On a continué. 1 heure plus tard, toujours aucune trace de la fillette. En général, on arrête les recherches quand la nuit tombe, mais comme on n'avait aucun indice, certains d'entre nous, moi compris, ont décidé de poursuivre. On appelait son nom toutes les quelques minutes. Je ne suis pas fan des gosses, mais penser à elle, seule dans le noir, c'était insupportable. Vers minuit, on a décidé de rentrer. Sur le chemin du retour, mon pote a braqué sa lampe sur la droite, dans un amas d'arbres morts. Je lui demande s'il a entendu quelque chose. Il me fait signe de me taire et d'écouter. Au loin, on entendait un enfant pleurer. On a crié son nom, encore et encore. Mais le son ne changeait pas. Toujours le même. On a contourné les arbres morts, suivant les pleurs. Et là, j'ai senti que quelque chose clochait. Mon pote aussi. On s'est arrêté. On a écouté à nouveau, et on a compris. Les pleurs étaient en boucle. Le même sanglot, la même plainte, le même hoquet. Encore et encore. Exactement pareil. Sans dire un mot, on a pris nos jambes à notre cou. Jamais je n'avais perdu mon sang-froid comme ça. C'était profondément faux,
et on n'a pas voulu rester une seconde de plus. Une fois au point de rendez-vous, on a demandé aux autres s'ils avaient entendu quelque chose. Mais non, rien. On n'a jamais retrouvé la petite fille. Jamais. Et je doute qu'on la retrouve un jour. Parmi tous les cas de disparition sur lesquels je suis intervenu, seuls quelques-uns se sont soldés par une disparition complète, c'est-à-dire sans la moindre trace, ni corps, ni indice. Mais parfois, retrouver un corps soulève encore plus de questions que ne pas en retrouver du tout. Voici quelques cas devenus tristement célèbres dans notre équipe. Un adolescent dont on a retrouvé les restes presque 1 an après sa disparition. Le sommet de son crâne, 2 phalanges et son appareil photo, à près de 65 km de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. L'appareil était malheureusement détruit. Le bassin d'un homme âgé disparu 1 mois auparavant. C'est tout ce qu'on a retrouvé. La mâchoire inférieure et le pied droit d'un petit garçon de 2 ans, retrouvé au sommet d'une crête isolée dans le sud du parc. Le corps entier d'une fillette de 10 ans, atteinte de trisomie 21, retrouvé à plus de 30 km de son point de disparition. Elle était morte d'hypothermie 3 semaines après sa disparition. Ses vêtements étaient tous en place, sauf ses chaussures et sa veste. À l'autopsie, ils ont trouvé des baies et de la viande cuite dans son estomac. Le médecin légiste a affirmé qu'il semblait que quelqu'un l'avait nourri. Aucun suspect n'a jamais été identifié. Le corps gelé d'un bébé d'1 an, retrouvé 1 semaine après sa disparition, dans le tronc creux d'un arbre, à 16 km du dernier endroit où il avait été vu. Il avait du lait frais dans l'estomac, mais sa langue avait été arrachée. Une vertèbre isolée et la rotule droite d'une fillette de 3 ans, retrouvée dans la neige, à près de 30 km du camping familial où elle avait disparu l'été précédent. Et maintenant, passons à quelques histoires racontées par mon ami, un autre agent, SR. J'ai mentionné que vous vous intéressiez aux escaliers. Vous avez de la chance. Il en a approché de beaucoup plus près que moi. Il n'a pas d'explication, mais il en sait un peu plus à leur sujet. Mon pote est agent SAR depuis environ 7 ans. Il a commencé alors qu'il était encore étudiant. Il a eu une expérience très similaire à la mienne lors de sa première rencontre avec les escaliers. Son instructeur lui a dit exactement la même chose que le mien. N'approche jamais. Ne touche jamais. Ne monte jamais. Et pendant sa première année, il a suivi ce conseil à la lettre. Mais un jour, sa curiosité a pris le dessus. Lors d'une recherche, il s'est éloigné du groupe pour aller voir un escalier qu'il avait repéré à une dizaine de kilomètres du sentier où une adolescente avait disparu. Les chiens suivaient une piste dans cette direction. Il traînait un peu derrière le groupe principal et a vu l'escalier sur sa gauche. Il avait l'air tout neuf, moquette blanche immaculée, comme dans une maison de banlieue. Il s'est approché. Aucun bruit étrange, aucun changement dans l'air, aucun malaise. Il s'attendait à saigner des oreilles ou à perdre connaissance, mais rien. Ce qu'il a trouvé étrange, c'est qu'il n'y avait aucun débris sur les marches. Pas de poussière, pas de feuilles, rien. Aucun signe d'animaux, ni d'insectes. Ce n'était pas que la nature les évitait. C'était plutôt comme si l'escalier avait été posé dans une zone stérile de la forêt. Il l'a touché. Rien de particulier, à part la sensation collante typique de la moquette neuve. S'assurant que sa radio était bien allumée, il a commencé à monter lentement. Il m'a dit que c'était terrifiant. À force qu'on lui répète qu'il ne faut pas, il s'attendait à être téléporté dans une autre dimension ou à voir surgir un ovni. Mais rien. Il est arrivé en haut et s'est mis à regarder autour de lui. C'est là que l'angoisse est montée. Plus il restait en haut, plus il avait l'impression de faire quelque chose de profondément interdit, comme s'il s'était introduit dans une zone ultra sécurisée d'un bâtiment gouvernemental et qu'un garde allait surgir pour lui tirer une balle dans la nuque. Il a essayé de l'ignorer, mais c'est devenu de pire en pire. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'entendait plus rien. Plus un bruit, plus de vent, plus d'oiseaux. Même sa propre respiration était inaudible. Il a décrit ça comme une forme de tinnitus inversé, oppressant et déshumanisant. Il est redescendu en courant, a rejoint les autres, et n'a jamais parlé de ce qu'il avait fait. Mais l'étrange ne s'arrête pas là. Quand ils sont revenus au centre d'accueil, son formateur l'attendait. Dès qu'il l'a vu,
Il s'est approché avec un regard de colère intense. Il lui a dit « Tu y es monté, hein ?» Ce n'était pas une question. Mon pote a demandé comment il le savait. Le formateur a seulement secoué la tête. Parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Les chiens ont perdu la piste. Il lui a demandé le rapport. Le formateur lui a alors demandé combien de temps il était resté en haut. Mon pote a répondu « Pas plus d'1 minute. » Et là, le formateur lui a lancé un regard mort, glacial, et lui a dit « Si tu montes à nouveau sur un de ces escaliers, t'es viré. » Il est parti sans répondre aux autres questions. Il ne lui a plus jamais reparlé de ça. Mon pote a participé à beaucoup de recherches sans la moindre trace retrouvée. Je lui ai parlé de David Polides et il m'a dit que ces histoires sont pour la plupart véridiques. Il m'a expliqué que si la personne n'est pas retrouvée très rapidement, on la retrouve des semaines, des mois, voire des années plus tard, à des endroits où elle n'a aucune chance d'avoir pu aller. Une histoire m'a marqué particulièrement. C'était un petit garçon de 5 ans, avec un handicap mental sévère, disparu à l'automne dans une zone de pique-nique. En plus de son handicap mental, il était physiquement limité. Ses parents ne cessèrent de répéter « Il ne peut pas avoir disparu tout seul. C'est impossible. Quelqu'un l'a pris. » Mon pote a participé à la recherche pendant des semaines. Ils ont élargi le périmètre à des kilomètres. Aucun indice. Même pas son odeur dans la zone du pique-nique. Les soupçons sont retombés un temps sur les parents, mais tout le monde a compris qu'ils étaient anéantis. 1 mois plus tard, les recherches ont été arrêtées. Quelques mois plus tard, en hiver, mon ami était en opération de formation, sur l'un des sommets les plus élevés du coin. Il a vu quelque chose dans la neige, une chemise gelée, partiellement visible. Il l'a reconnue immédiatement. C'était celle du petit garçon, avec un motif très distinctif. À 20 mètres, il a retrouvé le corps de l'enfant, partiellement enseveli. Il ne pouvait pas être mort depuis plus de quelques jours. Pourtant, ça faisait presque 3 mois qu'il avait disparu. L'enfant était recroquevillé autour de quelque chose. En balayant la neige, mon pote a vu qu'il tenait un bloc de glace, taillé grossièrement pour ressembler à une personne. Il le serrait si fort que la glace avait provoqué des engelures profondes sur sa poitrine et ses mains. L'enfant avait tenu ce morceau de glace comme s'il s'agissait de quelqu'un. Ils ont ramené le corps. Autopsie, pas de nourriture, pas même d'eau dans son estomac ou son intestin. Mon pote a résumé ça ainsi. C'était comme si on l'avait enlevé de la surface de la terre, mis en hibernation, puis déposé là, sur une montagne, des mois plus tard, juste pour qu'il meure de froid. Il ne s'en est jamais vraiment remis. La dernière histoire que je vais vous partager de sa part s'est produite relativement récemment. Il y a seulement quelques mois. Ils étaient sortis en mission de reconnaissance à cause de plusieurs signalements de pumas dans la région. L'un de nos rôles est de localiser ces animaux pour avertir les randonneurs, baliser la zone et fermer les sentiers si besoin. Ce jour-là, mon pote était seul, dans une zone très boisée du parc, alors que le soleil commençait à se coucher. C'est là qu'il a entendu ce qui ressemblait à un cri de femme au loin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le cri d'un puma, c'est presque indiscernable d'un cri humain, celui d'une femme qui serait en train de se faire assassiner. C'est glaçant, mais c'est un son normal pour qui connaît la faune. Mon pote a donc prévenu l'équipe par radio. Il venait d'en entendre un, et allait continuer à avancer pour délimiter le territoire du félin. Il a entendu le cri 2 ou 3 fois de plus, toujours depuis le même endroit. Il a donc pu localiser à peu près où se trouvait l'animal. Il était sur le point de revenir vers la base, quand un autre cri a retenti, à seulement quelques mètres de lui. Évidemment, il a paniqué. Il a accéléré le pas, ne voulant pas se faire surprendre par un puma à la tombée de la nuit. Il a rejoint le sentier et s'est mis à trottiner, mais les cris le suivaient, toujours à distance constante. À environ 1 kilomètre de la base, les cris se sont arrêtés. Il s'est retourné, pensant que l'animal le suivait peut-être toujours. Il faisait presque nuit, mais juste avant un virage dans le sentier, il a vu, au loin, une silhouette humaine, immobile. Il a crié dans sa direction. « Les sentiers sont fermés. Veuillez revenir immédiatement au centre d'accueil. » La silhouette ne répond pas. Elle ne bouge pas. Alors il avance lentement, pensant que c'était peut-être un promeneur perdu.
Quand il est à une dizaine de mètres de la silhouette, elle fait un pas vers lui. Un pas impossible. Comme si ses jambes s'étendaient trop loin. Comme si ses articulations n'étaient pas humaines. Et au même moment, elle pousse exactement le même cri qu'il entendait depuis tout à l'heure. Pas un cri de puma, le même cri, mais sorti de cette chose. Mon pote n'a rien dit. Il a juste fait demi-tour et s'est mis à courir à perdre haleine, sans jamais se retourner. Les cris ont cessé peu après. Quand il est arrivé à la base, tout était calme. Il n'en a parlé à personne. Il a juste dit qu'il y avait un puma dans la zone et qu'il fallait fermer le sentier jusqu'à ce que l'animal soit capturé ou éloigné. Cadet est une vétéran du métier, avec environ 15 ans d'expérience comme agente SAR spécialisée dans les sauvetages en haute montagne. Elle est largement considérée comme l'une des meilleures dans son domaine. Elle aimait beaucoup raconter des histoires, et comme on s'est retrouvés souvent ensemble pendant les exercices, elle m'en a raconté 4 qui m'ont vraiment marqué. Je lui ai demandé quelle avait été son intervention la plus traumatisante. Elle a secoué la tête et m'a dit que les interventions vraiment dures arrivaient plus souvent en montagne, parce que les risques sont plus élevés. Il y a environ 5 ans, dans l'un des parcs où elle travaillait, il y a eu une série de disparitions. Une année terrible, la pire enregistrée côté météo. Il tombait 30 cm de neige tous les 2 jours, avec des avalanches mortelles. Malgré les avertissements, certains ignoraient les consignes. Un père de famille a emmené sa famille dans une zone non sécurisée, persuadé de mieux s'y connaître que les rangers. Ils faisaient de la raquette, et selon Cadet, ils ont marché sur une corniche de neige instable, qui s'est effondrée sous eux. Toute la famille a chuté de près de 100 mètres sur les rochers. Les parents sont morts sur le coup. Un des enfants aussi. Les 2 autres ont survécu. L'un avait une jambe cassée et des côtes fracturées. L'autre, seulement quelques contusions et une cheville foulée. L'enfant indemne a laissé son frère blessé pour aller chercher de l'aide, mais il n'a pas parcouru plus d'1 kilomètre avant qu'une tempête de neige le submerge. Il s'est arrêté, sans doute pour se reposer ou se réchauffer. Et il est mort gelé. C'est Cadet qui l'a retrouvé. Elle m'a décrit la scène. Il neigeait, juste assez pour bloquer la vue à distance. Elle a vu une silhouette dans la neige, s'est précipitée. Elle s'est approchée, a vu que c'était un enfant, mort, assise, recroquevillée. Genoux contre la poitrine, bras enroulés autour, tête enfouie dans son manteau. Quand elle a soulevé le manteau pour voir son visage, elle a vu qu'il était mort en pleurant. Son visage était figé par la peur, et ses larmes, gelées sur ses joues. Elle a dit que c'était l'un des corps les plus déchirants qu'elle ait jamais vus. Et en tant que mère, ça lui a brisé le cœur. Elle m'a répété plusieurs fois « J'espère que le père brûle en enfer. » Autre souvenir marquant, cette fois quand elle était encore débutante. L'équipe a reçu un signalement. Un alpiniste expérimenté n'était pas rentré la veille. Sa femme, inquiète, savait que ce n'était pas normal. Ils sont partis à sa recherche et ont dû grimper dans des zones techniques, très escarpées. Arrivée sur un replat, Cadet a commencé à voir du sang dans la neige. Elle a suivi la trace, puis des morceaux de chair. Impossible de dire de quelle partie du corps. Plus elle avançait, plus il y en avait. Elle a fini par arriver au pied d'une falaise, dans un renfoncement, et l'a trouvé. Il y avait du sang partout, plus que dans tout ce qu'elle avait vu jusque-là. L'homme était allongé face contre terre, un bras tendu comme s'il avait essayé de ramper. Il était partiellement éventré. Elle a vu que son piolet était toujours attaché à sa ceinture, couvert de sang. Ils ne sauront jamais avec certitude ce qui s'est passé, mais selon elle, voilà ce qu'il a dû se produire. Il escaladait une paroi raide avec son piolet, a probablement glissé, et en tombant ou en atterrissant, il s'est empalé sur son propre piolet. Il s'est traîné sur plusieurs mètres, laissant ses entrailles derrière lui, avant de mourir sous la falaise. Elle m'a dit que le gore ne la dérangeait pas trop, mais plusieurs collègues ont vomi en retournant le corps et en voyant les intestins se répandre dans la neige. Je lui ai demandé si elle avait connu des cas de disparition sans explication. Elle s'est illuminée, s'est penchée vers moi et m'a dit « Tu veux une histoire de dingue ?» Une famille était sortie cueillir des baies près de l'entrée du parc. 2 petits garçons,
tous les deux de moins de 5 ans. En plein après-midi, l'un des enfants disparaît. On lance une recherche massive. Rien. Zéro indice. Les chiens ne sentent rien, comme si l'enfant n'avait jamais existé. 2 mois de fouilles. Rien. 6 mois plus tard, la famille revient pour déposer des fleurs à un mémorial installé sur place. Ils emmènent leur deuxième fils. En 3 secondes, alors qu'il tourne la tête, lui aussi disparaît. C'est inimaginable. 2 enfants, 2 disparitions. Les recherches repartent, et c'est l'une des plus grandes jamais organisées dans l'État. 300 bénévoles ratissent tout le parc. 2 semaines plus tard, un bénévole, à près de 25 km de la zone de recherche, retrouve le garçon. Il est vivant, en bonne santé. Cadet fait partie de l'équipe de récupération. L'enfant est propre, pas traumatisé, vêtements impeccables. Il joue avec un petit paquet de brindilles, attaché par une ficelle ancienne. Cadet lui demande. « Où étais-tu? Qui était avec toi ?» Il répond. « Avec l'homme flou. » Cadet croit au Bigfoot, elle se dit. « Poilu ?» Elle demande. « Il était tout en poil ?» ?»« Non, flou. Comme quand tu fermes les yeux, mais pas complètement. » Il dit que l'homme flou est sorti des bois et l'a emmené. Ils ont dormi dans un arbre creux, et l'homme lui donnait des baies à manger. Il n'était pas méchant, mais... Il n'avait pas Dieu. L'enfant a raconté qu'il avait le droit de jouer dans une clairière. Mais s'il s'en éloignait, l'homme flou se mettait en colère, criait fort, même s'il n'avait pas de bouche. Quand l'enfant avait peur la nuit, l'homme faisait plus de lumière et lui avait donné les brindilles. Il a dit... Il voulait me garder, mais il a dit qu'il pouvait pas, parce que je suis pas le bon genre. On n'a jamais retrouvé l'autre frère. La dernière histoire de Cadet remonte à son premier entraînement. Elle s'était éloignée du groupe pendant une pause repas pour aller uriner, à environ 50 mètres. Et là, je vais vous la raconter dans ses propres mots. Je finis de pisser, je remonte mon pantalon, je fais 5 pas, et je réalise que je ne sais plus où je suis. Et c'est pas juste un « je me suis un peu perdue ». Non, je savais même plus dans quel putain d'état j'étais. C'était comme de l'amnésie totale. Alors je reste plantée là, à essayer de me repérer. Plus je reste, plus je perds pied. Alors je me mets à marcher, dans une direction au hasard. Au bout d'un moment, je commence à oublier pourquoi je suis là. Je suis juste dans la neige, je marche, et là, j'entends une voix, dans ma tête. Comme une grenouille qui parle, rauque, grave. Elle dit « C'est bon, tu dois juste trouver à manger. Trouve à manger et ça ira. Continue à marcher, mange, mange. » Je commence à chercher n'importe quoi à manger. J'ai jamais eu aussi faim de ma vie. C'était sans fond. Je crois que j'aurais mangé n'importe quoi. J'avais perdu toute notion du temps. Et puis, j'entends une vraie voix. J'avance, je vois un autre agent SAR. Il est terrifié. Il court vers moi, me demande ce que je fais là. Et là, je me vois sortir mon couteau. Je pense même pas à ce que je fais. Mais tout ce que j'ai en tête, c'est « je dois manger. Si je mange pas, je vais jamais aller mieux. » Il voit mon geste, recule immédiatement, crie que tout va bien, qu'il ne me veut pas de mal. Et là, je reviens à moi-même. Tout me revient. Je range mon couteau, cours vers lui. Je lui demande depuis combien de temps je suis partie, pensant qu'il va dire 30 minutes. Il me dit « 2 jours. T'as disparu pendant 2 putains de jours. » J'avais franchi 2 sommets, failli m'égarer dans des centaines de kilomètres de nature sauvage. S'il ne m'avait pas trouvée, je serais morte. Pour moi, aucune seconde n'était passée. J'ai été héliportée à l'hôpital. Ils ont fait tous les tests possibles. Verdict ? Peut-être une crise dissociative, un état de fugue mentale, mais on sait pas. Et depuis ce jour, je ne vais plus jamais nulle part seule. Les gens se moquent quand je les traîne avec moi pour aller pisser. Mais je leur dis toujours, mieux vaut m'entendre pisser dans la neige que me perdre 2 jours sur une montagne glaciale. La prochaine personne à qui j'ai parlé était EW, un ancien formateur qui travaille maintenant comme ambulancier. Il vient encore aider lors d'opérations comme celle-ci, mais il ne travaille plus à plein temps avec nous. Il s'était spécialisé dans la recherche d'enfants disparus. Il semblait simplement avoir un 6e sens pour savoir où ils étaient allés. C'est une légende parmi les vétérans les plus expérimentés,
même s'il est gêné quand on le complimente sur son travail. Un soir, il s'est assis avec moi au dîner, et on a fini par échanger des histoires. La plupart étaient assez banales, mais quand on en est venu à parler de nos appels les plus étranges, j'ai mentionné que j'avais un pote qui était monté sur un escalier. Il est devenu un peu silencieux, et m'a demandé si j'avais entendu parler d'un petit garçon qui avait disparu de son parc il y a quelques années. Je ne connaissais pas l'histoire, alors il me l'a raconté. Il cherchait un garçon de 11 ans, Joey, qui avait disparu près d'une rivière. Évidemment, leur première hypothèse était qu'il était tombé à l'eau et s'était noyé. Mais quand ils ont fait venir les chiens, ceux-ci ont conduit les secouristes loin de la rivière, dans une zone de forêt très dense. Quand on fait une recherche, on procède en quadrillage et on fouille chaque case du quadrillage très méthodiquement. Ce que l'équipe d'UW a remarqué très vite, c'est qu'un motif très étrange apparaissait. Les chiens captèrent l'odeur de Joey dans une case sur 2, mais jamais dans les cases adjacentes. Imagine un damier. Les chiens retrouvaient sa trace dans les cases noires, mais jamais dans les rouges. Ce qui, bien sûr, n'a aucun sens. Comment un gamin aurait-il pu passer d'une zone à une autre sans laisser la moindre trace entre les deux? EW et son partenaire passent dans une nouvelle case, et EW remarque un escalier à une 50aine de mètres. Il dit à son collègue qu'il devrait aller vérifier dans cette direction, mais son partenaire refuse catégoriquement. Il explique à EW qu'il a pris la décision de ne jamais s'approcher d'un escalier qu'il croise, que ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme normal, même si on veut faire comme si de rien n'était. Il propose d'attendre à vue pendant qu'EW va jeter un œil. EW admet qu'il était agacé, mais il comprend et ne lui met pas la pression. Je me suis approché de l'escalier. Il était petit, un peu comme les marches qui descendent à une cave. Je n'ai jamais eu d'avis très tranché à leur sujet. Les escaliers, je veux dire. Donc, je n'avais pas peur, ou quoi. Je suppose que je suis comme tout le monde. Je préfère simplement ne pas trop y penser. En s'approchant, il voit quelque chose recroquevillé sur la première marche. Son cœur se serre, parce qu'évidemment, on espère toujours le meilleur. Et ils étaient confiants. Le gamin n'était porté disparu que depuis quelques heures. Mais il comprend tout de suite que c'est lui, et qu'il est mort. Il est recroquevillé en boule sur la marche, les bras serrés contre son ventre. On aurait dit qu'il était mort en proie à d'atroces douleurs, mais il n'y avait pas de sang, sauf un peu sur ses lèvres et son menton. EW annonce à la radio qu'il a trouvé le gamin, et il ramène son corps à la base. La famille était anéantie. Les parents ne comprenaient pas comment il pouvait être mort alors qu'il avait disparu depuis si peu de temps. En plus, il n'y avait aucune cause de décès évidente, ce qui rendait les choses encore pires. EW pense qu'il a peut-être mangé quelque chose de toxique, puisqu'il tenait son ventre, mais il n'ose pas faire de suppositions. C'est déjà assez dur d'apprendre que ton enfant est mort. Pas besoin qu'un agent SAR dise des conneries. Ils ont emporté le corps, et lui est rentré chez lui, essayant de ne plus y penser. J'ai horreur de trouver des enfants morts, mec. J'adorais ce boulot, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. J'ai 2 filles, et l'idée de les perdre comme ça me... Il s'étrangle à ce moment-là. Je ne suis pas très doué avec ce genre de moment, et c'est toujours un peu gênant de voir un adulte pleurer, donc je ne savais pas trop quoi faire. Il se reprend et continue. On n'a pas toujours de nouvelles des médecins légistes sur les causes de décès. Ce n'est pas vraiment notre rôle de savoir, je suppose. Et parfois, s'ils pensent à un acte criminel, ils ne nous disent rien à cause de toute la paperasse juridique. Mais j'ai un ami au shérif, et il me transmet les infos intéressantes si je lui demande. Dans ce cas, c'est lui qui m'a appelé, environ 1 semaine plus tard. Il me demande si je me souviens du gamin, évidemment. Et là, il me dit un truc vraiment bizarre. Il me dit « EW, mec, tu vas penser que je suis fou. Mais le médecin légiste n'a aucune idée de ce qui est arrivé à ce gamin. Il n'a jamais rien vu de tel. » Son ami lui raconte que lorsqu'ils ont autopsié l'enfant, il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait.
Les organes du gamin étaient comme du gruyère. Des trous gros comme des pièces de 25 cents traversaient presque tous ses organes, sauf le cœur et les poumons. Son côlon, son estomac, ses reins et même un de ses testicules étaient littéralement criblés de trous propres, nets, parfaitement circulaires. Le médecin légiste a dit que ça ressemblait à ce qu'on obtiendrait si on avait utilisé une perforatrice. Mais il n'y avait aucune blessure externe. Pas d'entrée, pas de sortie. Le seul cas vaguement similaire qu'il connaissait, c'était un type qui s'était accidentellement tiré du plomb de chasse dans le ventre en nettoyant son fusil. Mais là, il n'avait aucune idée de ce qui avait pu causer ça. Mon ami m'a demandé si j'avais déjà vu ou entendu parler de quelque chose de similaire, ou si on avait eu des cas comme ça avant. Mais non, jamais. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider. D'après ce que je sais, le légiste a inscrit hémorragie interne massive comme cause de décès. Mais personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Je n'ai jamais pu oublier ce gamin. J'en fais des cauchemars, parfois. Je ne laisse jamais mes enfants aller dans les bois seuls. Et quand on y va ensemble, je ne les lâche pas une seule seconde du regard. Avant, j'adorais être là, dehors. Mais ce cas-là, et quelques autres, ça a tout gâché. Le dîner était terminé. On a commencé à nettoyer pour retourner à nos cabanes. Avant de partir, il a posé sa main sur mon épaule et m'a regardé droit dans les yeux. Il y a de mauvaises choses ici. Des choses guibos qui se foutent de savoir si on a une famille, une vie, ou même qu'on peut penser et ressentir. Fais attention. Puis il est parti. Je n'ai pas eu l'occasion de lui reparler, mais cette histoire m'est restée. Par pure coïncidence, j'ai aussi eu l'occasion de parler avec un autre vétéran, PB, qui travaille dans le domaine du sauvetage en milieu sauvage depuis des années. On avait été assignés ensemble pour une opération de balayage en quadrillage pendant un exercice d'entraînement. On discutait tranquillement de ce qu'on pensait du boulot, des choses qu'on avait vues, ce genre de sujet. À un moment, on passe devant un vieil escalier. Probablement les restes d'un ancien poste de guet contre les incendies, vu la région. Je fais une remarque en passant, en disant que j'étais curieux à propos de ces escaliers et que j'aimerais en savoir plus. Il est devenu tout silencieux, avec une expression de quelqu'un qui voudrait dire quelque chose, mais ne sait pas s'il doit. Finalement, il me dit d'éteindre ma radio. Évidemment, on n'a jamais le droit de faire ça, mais je l'ai fait, et lui aussi. Il me raconte qu'environ 7 ans plus tôt, il était parti en intervention avec une nouvelle recrue. Ils étaient dans une zone du parc connue pour ses phénomènes étranges, disparitions, lumière dans la forêt, bruits bizarres, ce genre de coin. Le rookie était totalement flippé. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il y avait quelque chose dans la forêt. D'après PB, il était obsédé par le Goatman. Il en parlait sans arrêt. Goatman par-ci, Goatman par-là. Finalement, PB lui a dit « T'as déjà assez de trucs réels à craindre ici. Oublie le Goatman. » Le rookie lui demande de quoi il parle. Quel truc réel? PB lui répond simplement de se taire et de marcher. Ils franchissent une crête, et là, à 10 mètres devant eux, un escalier. Le rookie s'arrête net et reste figé en les regardant. PB lui dit « Tu vois ça? C'est ce dont tu devrais avoir peur. » Le rookie lui demande ce que fout un escalier ici, en plein bois. Et pour une raison qu'il ignore encore, PB s'est mis à tout raconter. Ou du moins ce qu'on m'a dit être la vérité. J'aurais pu avoir de sérieux ennuis pour avoir raconté ça à un rookie. Et j'en aurais sûrement pour t'en parler maintenant. Mais t'as l'air d'un bon gamin. Et je veux que tu arrêtes de chercher. Arrête pendant que t'es encore en vie. Je vais te dire ce que je sais, à condition que tu n'en parles jamais à la hiérarchie. Je lui ai juré de ne rien dire, et il a vérifié une dernière fois que nos radios étaient bien éteintes. Quand j'ai commencé, on était un peu moins secret à propos de ces trucs, et d'autres. On prévenait les nouvelles recrues avant même de les engager. On leur disait qu'il y avait des choses bizarres ici. Le service des forêts en avait marre de perdre des gars au bout de quelques mois. Alors ils ont fait signer des accords de confidentialité. Interdiction formelle de parler aux médias.
Il voulait pas affoler le public, ni voir des recrues terrorisés raconter à la presse qu'il y avait des escaliers hantés. Mais ils ont vite compris que ces contrats n'étaient pas nécessaires. Les gens ne voulaient pas parler. Même si un enfant ou un randonneur disparaissait, les journalistes venaient fouiner et personne ne disait rien. Je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est comme si on refusait tous d'admettre qu'il y a un problème. C'est notre boulot d'être là, dans ces bois, tous les jours. On ne peut pas se permettre d'avoir peur, alors on fait comme si tout allait bien. Il m'a dit qu'il allait tout me raconter, une bonne fois pour toutes, et qu'ensuite il n'en parlerait plus jamais. Et qu'il attendait de moi que je ne relance jamais le sujet. Les escaliers sont là depuis aussi longtemps que les parcs existent. On a des archives vieilles de plusieurs décennies qui en parlent. Parfois, les gens montent dessus et rien ne se passe. D'autres fois, écoute, je déteste en parler, mais parfois, des trucs vraiment horribles arrivent. Une fois, j'ai vu un gars se faire trancher net la main en arrivant en haut. Il avait juste tendu la main pour attraper une branche, et paf, sa main a disparu. Coupé net. Jamais retrouvé la main. Le type a failli y passer. Une autre fois, une femme a simplement touché un escalier, et un vaisseau sanguin dans son cerveau a explosé. Littéralement, comme un ballon rempli d'eau, elle a titubé vers moi, et a juste dit « Je crois qu'il y a un problème ». Elle s'est effondrée comme un sac de sable, morte avant même de toucher le sol. Je n'oublierai jamais comment le sang a rougi l'intérieur de son œil. Je l'ai vu changer de couleur et je n'ai rien pu faire. On dit aux gens de ne jamais s'en approcher, mais il y a toujours un idiot qui ne nous écoute pas. Et même si rien ne leur arrive directement, quelque chose de mal finit toujours par arriver. Des enfants disparaissent alors qu'on est sur leur piste. Quelqu'un meurt le lendemain, coupé en deux, dans une partie du parc considérée comme parfaitement sûre. Je ne sais pas pourquoi, mais il se passe toujours quelque chose de mauvais. Je ne sais pas ce qu'ils sont, mais ils sont là. Et si on était intelligent, on dirait à nos nouvelles recrues de quoi ils sont capables. On est resté silencieux un moment. Je n'osais pas parler. Je n'étais pas sûr qu'il avait fini. Il avait l'air de vouloir dire autre chose. Puis il ajoute « Tu as déjà remarqué qu'on ne retrouve jamais les mêmes escaliers deux fois ?» J'ai hoché la tête pensant qu'il allait développer, mais il n'a plus rien dit. Il a simplement marché à côté de moi. Puis il a enchaîné avec une histoire banale sur le plus gros cerf qu'il avait vu dans le parc. Je n'ai plus jamais abordé le sujet, et je ne l'ai pas poussé à raconter d'autres histoires. Il a quitté l'opération le lendemain. Apparemment, il était parti avant le lever du soleil. Il a dit qu'il était malade. Depuis, plus personne ne l'a revu. Un pompier qui nous aidait lors de l'exercice de formation m'a raconté une intervention qu'il avait faite, soi-disant pour secourir un enfant coincé dans un arbre absolument gigantesque. Il a dit qu'on ne lui avait donné aucun détail, juste qu'on avait besoin de lui car l'équipe SAR n'avait pas l'équipement adéquat. On l'avait appelé spécifiquement parce que cet arbre était si grand que les secouristes ne se sentaient pas en sécurité pour tenter de l'escalader. Avant de rejoindre les pompiers volontaires, il avait travaillé comme élagueur. Alors il a simplement repris son ancien matériel et est allé aider. On l'a conduit à environ 3 km, jusqu'à l'un des plus grands arbres de la région. L'équipe lui a montré l'arbre et a pointé vers le sommet. Il a ri, a demandé au chef d'opération comment le gamin avait bien pu grimper jusque-là, a balancé une blague sur les chats dans les arbres, mais le capitaine s'est contenté de secouer la tête et lui a dit de monter et de faire descendre l'enfant. Il a senti que quelque chose clochait, mais il n'a rien dit. Pendant qu'il grimpait, il a commencé à se demander s'il ne se fichait pas de lui. Il n'y avait aucune putain de raison pour qu'un gamin soit capable de grimper ce truc. La base était énorme. Mais à mi-hauteur, ça commençait à se rétrécir. Et j'ai failli faire demi-tour plusieurs fois, tellement j'étais pas sûr que ça allait me supporter. Mais il a continué. Et alors qu'il approchait du sommet, il a vu un éclat bleu dans les branches. J'ai vu le t-shirt du gamin accroché à une branche, alors j'ai crié. Je lui ai dit de venir vers moi s'il le pouvait. Mais il ne répondait pas. J'ai continué à grimper, à l'appeler, à lui dire de ne pas avoir peur, que j'étais là pour l'aider. Quand il est enfin arrivé jusqu'à lui,
Il a tout de suite su qu'il ne répondrait jamais. Il l'a trouvé, ou ce qu'il en restait, allongé dans la fourche d'une branche. Le fait qu'il soit encore là-haut tenait presque du miracle. S'il avait chuté ne serait-ce qu'un peu différemment, il serait tombé au sol. Mais ça n'aurait rien changé. Cet enfant était mort bien avant de finir dans cet arbre. Je sais pas qui l'a mis là, ni comment, ni pourquoi, mais c'était dégueulasse. Ses intestins sortaient par sa bouche et pendaient dans les branches. On aurait dit une putain de guirlande de Noël morbide, le genre qu'on drape partout. En regardant de plus près, j'ai vu qu'il sortait aussi de son cul. On voyait ses tripes pendouillées par le bas de son pantalon. Ses yeux avaient disparu, sûrement expulsés par la pression qu'il avait fait éclater comme une foutue balle anti-stress. Tu vois les corps qui ont flotté trop longtemps dans l'eau? La langue qui gonfle et ressort? C'était pareil. Je m'en souviens parce qu'il y avait des mouches qui rampaient partout dessus. Il pense qu'il est entré en état de choc parce que il a juste poussé le gamin avec un bâton jusqu'à ce qu'il tombe. Il a cassé une branche et l'a utilisé pour le faire tomber au sol. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai failli perdre mon job à cause de ça. Mais l'idée de porter ce gosse mort sur mes épaules tout le chemin du retour, de devoir ramasser ses boyaux et me les enrouler autour du torse comme une corde pour pas qu'il s'accroche, je pouvais pas. Il a vu beaucoup d'enfants morts, bien plus qu'il ne l'avouera jamais. Un, par exemple, s'était caché dans une baignoire pleine pendant un incendie. Il avait bouilli vivant, transformé en véritable soupe. Mais ça c'était autre chose. Je sais pas ce qui a fait ça, mais le simple fait de penser à toucher ce corps, ça me donnait envie de devenir fou. Il a entendu le corps heurter le sol, pensait que tout le monde allait paniquer, mais non. Il savait qu'il était mort en l'envoyant là-haut. Personne n'a crié, personne n'a réagi. Quand il est redescendu, il s'est énervé contre le capitaine, lui demandant pourquoi on l'avait envoyé là-haut, alors qu'il savait déjà que l'enfant était mort. Le capitaine lui a juste répondu « Ce n'est pas ton problème. Merci d'avoir récupéré la preuve. » Il se souvient de ce mot. La preuve. Comme si ce n'était pas un enfant. Comme s'il n'avait jamais été un petit garçon perdu dans les bois. Le capitaine était resté avec 2 autres personnes sur place, pendant qu'on lui assignait une escorte pour le ramener. Et il n'a jamais su pourquoi on ne l'avait pas fait aider à récupérer le corps. Il a demandé ce qu'il pensait qui avait tué le gamin. J'aurais dit un écrasement, vu comment les organes sont sortis. Mais il n'y avait aucune ecchymose, aucune trace de trauma. C'était presque comme si le gosse s'était fait aspirer les tripes par un énorme aspirateur. Et même là, aucun dommage externe. Ça me hante, mec. Vraiment. Un des anciens vétérans présents à l'exercice de formation écoutait Récits Nocturnes, et il avait reconnu mes histoires. On se connaissait bien, on avait déjà échangé pas mal d'histoires. Il m'a demandé s'il pouvait me partager quelques observations sur les escaliers et certaines de ses théories. Je suis vraiment content que tu aies décidé d'en parler. Je pense que c'est important que les gens sachent ce qu'il y a là dehors, surtout avec le service forestier qui fait tout pour que ça reste caché. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Tu rigoles? L'absence totale d'attention des médias? Aucune couverture sur les enfants disparus? Ou sur les corps retrouvés à des kilomètres de l'endroit où ils avaient disparu? David Polides avisait juste. Le service forestier fait tout pour que les gens continuent à venir ici, même si c'est dangereux. Honnêtement, c'est pas comme si ces choses arrivaient tous les jours, mais les chiffres s'accumulent, et ça vaut la peine d'y regarder de plus près. Surtout les escaliers. J'ai été surpris que tu ne parles pas de ceux à l'envers. Je ne savais pas de quoi il parlait. Je ne me souvenais pas qu'il ait déjà évoqué ça. Il m'a regardé, presque choqué. Mec, je peux pas croire que t'aies bossé ici aussi longtemps sans en voir. Personne t'en a parlé? J'ai haussé les épaules. Il a poursuivi. T'as les escaliers normaux, ceux qui apparaissent parfois dans la nature. Tu connais. Mais parfois, je tombe sur des escaliers retournés. Imagine une maison de poupée avec un escalier que tu peux détacher. Tu prends ça, tu le retournes, de sorte que la marche du haut soit plantée dans la terre, et tu le poses dans la forêt. Voilà, c'est ça. Il disait ne pas les voir souvent, mais que cela le mettait bien plus mal à l'aise que les autres. Selon lui, il ressemblait aux images qu'on voit après une tornade, quand les maisons sont soufflées, mais que certaines structures restent debout. Une cheminée,
un pan de mur. Sauf que là, c'est un escalier, à l'envers. Et ça l'angoissait beaucoup plus, parce qu'il ne pouvait pas les expliquer du tout. Il a aussi mentionné combien de personnes avaient été troublées par l'homme sans visage dont je parlais. Il s'est alors animé et m'a raconté avoir vu quelque chose de similaire. J'étais en exercice il y a quelques années. Je campais dans ma tente quand j'ai entendu quelqu'un marcher autour du camp. On nous dit de ne jamais s'éloigner, tu le sais. Alors j'ai pensé qu'un bleu s'était levé pour pisser et s'était paumé. Tu te souviens de ce gars qui avait failli tomber de la falaise il y a quelques années? J'étais parano que ça recommence. Alors je me suis levé. Il s'est rendu à la lisière du camp et a appelé. Pas de réponse. La silhouette s'éloignait dans les bois. Alors il a décidé de suivre. Pas très malin, mais il était à moitié endormi et il ne voulait pas qu'un idiot se blesse. J'ai suivi cette chose sur plus d'1 kilomètre en ligne droite, puis elle s'est arrêtée au bord d'une rivière. Grâce à la lune reflétée dans l'eau, je pouvais voir sa silhouette. Ça ressemblait à un mec ordinaire. Il avait un sac et semblait me faire face. Je lui ai demandé s'il allait bien, s'il avait besoin d'aide. Il a juste penché la tête, comme s'il ne comprenait pas. Il a sorti son couteau de poche, équipé d'une petite lampe, pour ne pas l'éblouir. Il a dirigé la lumière vers sa poitrine. Respiration lente, profonde, trop lente. C'est là que j'ai capté ce qui me dérangeait. Il faisait semblant de respirer. Trop parfait, trop régulier, comme s'il imitait la respiration sans la comprendre. Il s'est approché, a levé la lumière vers son visage. Et là, putain, il avait pas de visage, juste une peau lisse. Pris de panique, il a laissé tomber sa lampe. Et la créature s'est rapprochée. Elle n'a pas marché. Elle était à 10 mètres, puis soudain à 5, sans que je cligne des yeux. Comme si elle avait bougé plus vite que mon cerveau pouvait enregistrer. Il est tombé à la renverse, et c'est là qu'il a vu une ligne s'ouvrir sur la gorge de la créature. Une large entaille qui montait jusqu'aux oreilles. Pas de sang, juste un trou béant, noir. Et elle souriait avec ça. Il a pris la fuite. Il ne l'a jamais entendu le suivre, mais il sentait qu'elle était là, juste derrière. De retour au camp, il s'est calmé grâce au feu et à la présence des autres. Il a attendu un moment, guettant un signe, mais rien. Il est retourné dormir. Je sais que ça paraît bizarre, mais tout était tellement surréaliste que c'en devenait presque facile à écarter comme un simple délire. Un soir, avant d'aller dormir, on se racontait des histoires de fantômes pour se faire peur et se moquer de ceux qui flippaient. En général, c'étaient les nouveaux qui se faisaient avoir. Mais une femme a raconté une histoire qui a vraiment réussi à me mettre mal à l'aise. Et je sais que je n'étais pas le seul. Elle affirmait que c'était une histoire vraie. Mais bon, chaque histoire de fantôme racontée autour d'un feu de camp est vraie, pas vraie. Pourtant, cette fois, je ne pense pas qu'elle mentait. Il y avait cette tonalité dans sa voix, ce quelque chose qu'ont seulement les récits profondément traumatisants. Elle a dit que, quand elle était enfant, elle et son amie passaient beaucoup de temps dans les bois derrière chez elle. Elle vivait dans le nord du Maine, où la forêt nationale est dense et inhabitée. Elle a expliqué que les forêts là-bas ne sont pas comme ici. Elles sont si épaisses par endroits que les arbres bloquent presque complètement la lumière du soleil. Elle et son amie avaient grandi là-dedans. Donc elle n'avait pas peur d'être seule dans les bois, mais elle restait tout de même prudente dans certaines zones. Ce n'était jamais dit à voix haute, mais tout le monde savait qu'il ne fallait jamais s'éloigner, à plus d'1 ou 2 kilomètres de chez soi. Les adultes ne disaient pas pourquoi, c'était une règle tacite, on ne s'aventurait pas plus loin. Elle et son amie inventaient des histoires de grizzlies, gros comme des maisons qui vivraient là-bas. Elles se faisaient peur en se cachant et en grognant pour se surprendre mutuellement. Un été, une série de tempêtes terribles avait renversé des arbres et déclenché un incendie dans une partie de la forêt à plusieurs kilomètres derrière sa maison. Les pompiers avaient réussi à contenir le feu, mais certains d'entre eux étaient revenus, changés. C'était comme s'ils revenaient de la guerre. On pouvait voir ceux qui avaient vraiment eu peur. Ils avaient ce regard figé. Je crois que ça s'appelle un état de choc. Moi et mon ami, on disait que c'était des morts vivants. Ils souriaient plus, parlaient plus.
et la plupart ont quitté la ville dès que tout s'est calmé. Elle avait demandé à ses parents ce qui s'était passé, mais ils avaient prétendu ne rien savoir. Une fois que les autorités avaient déclaré la forêt à nouveau sûre, les deux filles avaient décidé d'aller jusqu'à l'endroit où l'incendie s'était produit. Elles n'avaient rien dit à leurs parents. C'était excitant, désobéir comme ça. Elles avaient marché environ 3 kilomètres et avaient commencé à voir des arbres calcinés. Son amie avait été bouleversée en découvrant le squelette d'un cerf, recroquevillé sous un arbre. Elle voulait l'enterrer, mais l'autre fille l'avait tiré de là, parce que les bois du cerf lui semblaient anormaux. Plus elles avançaient, plus tout était brûlé. Bientôt, il n'y avait plus un seul arbre debout. Du brun, du noir, un paysage lunaire. C'est là qu'elles ont entendu quelqu'un crier au loin. Elle a d'abord cru que c'était son père et qu'il allait la punir. Son amie, paniquée, s'est cachée derrière un gros rocher. Ses parents lui avaient formellement interdit d'aller dans les bois et elle avait menti en disant qu'elles allaient au cinéma. Elles écoutaient, en silence. La voix se rapprochait et appelait à l'aide. La narratrice a pensé que c'était un randonneur égaré. Ça arrivait souvent. Elle était habituée à aider les gens à retrouver leur chemin. Elle a appelé en retour pour le guider. Peu après, elle a vu quelqu'un courir à travers les arbres. Il se rapprochait et elle a vu que son visage était tout rouge. Elle a demandé à son amie de lui passer son sac où se trouvait une trousse de premier secours. Mais son amie, prise de panique, lui a demandé si elle avait vu son visage. Elle n'a pas répondu. Elle s'est approchée à mi-chemin. Et là, l'homme s'est arrêté devant elle. Son nez, ses lèvres et une partie de son front étaient absents, comme découpés net. Il saignait abondamment. Ses genoux aussi étaient trempés de rouge. Elle a reculé, paralysée. Il l'a saisie par les épaules. Elle a ressenti comme une décharge électrique et il a aussitôt reculé, comme brûlé. Il a commencé à bafouiller. Elle ne comprenait rien, sauf qu'il demandait depuis combien de temps il était parti et où était son unité. Il l'a regardé, a vu son Walkman et a hurlé. Il répétait, tremblait, touchait son visage. Il ne portait pas les bons vêtements, une espèce de veste grise étrange, un pantalon presque de costume, des boutons bizarres, des bordures rouges. Elle a voulu ouvrir la trousse de secours, mais il a hurlé à nouveau. « Me touche pas, tu vas me renvoyer là-bas !» Et il s'est enfui. Elle l'a entendu hurler tout le long de sa course. Puis, silence. Quand elle s'est retournée, son amie était en larmes. Elles sont rentrées en ville sans dire un mot. Son amie a insisté pour savoir ce qu'il s'était passé, qui c'était. Mais elle n'a rien répondu. Quand on est rentré, je lui ai dit que je voulais plus jamais jouer dans les bois. On est toujours amis, mais on ne parle jamais de ce gars. Jamais. Quand j'ai commencé comme nouvelle recrue, personne ne m'avait vraiment parlé des choses étranges qui pouvaient arriver dans ce métier. J'imagine que c'était surtout pour éviter que je panique et que je plaque tout. Mais quelques mois après mes débuts, alors que j'étais encore novice, un ami et moi étions ivres à une soirée, et il s'est un peu confié. Ouais, ça peut devenir un peu dingue là-bas, je suppose. Je crois que le pire, c'est quand des gens meurent alors qu'ils ne devraient vraiment pas. Ou quand on les retrouve morts 10 minutes après que quelqu'un dit les avoir vus. Genre, il allait très bien quand je l'ai croisé sur le sentier, je vous jure. Ce genre de conneries. Genre ce gars que j'ai trouvé un printemps sur un sentier super fréquenté. Quelqu'un arrive au poste, paniqué, disant qu'il y a un type allongé sur le chemin dans une énorme flaque de sang. Alors on fonce là-bas. Et on trouve ce type mort, raide. Et franchement, vu l'état de son crâne, éclaté comme une purée de pommes de terre, de la cervelle partout comme de la crème, on se dit qu'il devait forcément être mort sur le coup. Il était vieux. Donc tu te dis qu'il a dû tomber et se fracasser le crâne. Ça arrive tout le temps, sauf que dans cette zone-là, il n'y a pas de rochers, même pas de souches ou de grosses branches. Et en plus, il n'y a aucune trace de sang ailleurs. Il est mort là, net. C'est là que tu penses peut-être à un meurtre. Mais il y avait des gens tout près, juste hors de vue. Si quelqu'un l'avait attaqué, ils auraient entendu. Et même là, il y aurait eu du sang partout. Mais non.
Tout le monde disait qu'on aurait juré qu'il s'était cogné la tête sur un rocher, sauf qu'il n'y en avait pas. Alors il a tapé sa tête sur quoi? Et puis il y a cette femme que j'ai trouvée dans un autre parc, il y a 5 ans. On l'a retrouvée enroulée autour d'un genévrier, comme si elle le serrait dans ses bras. On la soulève et un putain de torrent d'eau sort de sa bouche, éclabousse mes godasses. Ses vêtements étaient secs, ses cheveux aussi. Mais la quantité d'eau dans ses poumons et son estomac était incroyable. Le rapport du médecin légiste, noyade. Ses poumons étaient pleins à ras-bord, sauf qu'on est en plein désert, à des kilomètres de la moindre source d'eau. Même pas une flaque. Rien. Et aucun signe d'un tiers. Bon, c'est possible qu'elle ait été assassinée, mais pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas la poignarder et basta? Je sais pas, ça me travaille. Évidemment, ça m'a un peu foutu la trouille. Mais on était bourrés. Alors j'ai mis ça sur le compte de l'exagération. Je n'aime pas trop parler du cas suivant. C'était horrible, et j'essaie de l'oublier, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est arrivé 6 mois après cette discussion au bar, et jusque-là, j'avais pas connu de trucs trop bizarres. Quelques anomalies, ici et là, et bien sûr les escaliers, mais on s'y habitue vite quand tout le monde agit comme si c'était normal. Ce cas-là, c'était différent. Un jeune homme d'une 20aine d'années, atteint de trisomie 21, disparaît après que sa famille l'ait perdu de vue sur un sentier principal. Ce qui était déjà très étrange en soi, parce que ce gars-là ne quittait jamais sa mère. Elle était persuadée qu'il avait été kidnappé. Malheureusement, un ranger, qui ne bosse plus ici, a laissé entendre que personne ne kidnapperait un type avec ce genre de handicap. Pas très classe. On a perdu un temps fou à calmer la mère pour avoir les infos de base. Ensuite, on a lancé un avis de disparition officiel. Comme il était incapable de fonctionner seul, on a fait appel à la police locale. On l'a pas trouvé le premier soir. C'était déchirant. Personne ne voulait imaginer ce garçon seul dehors. On a déployé les hélicos le lendemain, et ils l'ont repéré dans un petit canyon. J'ai aidé à le remonter, mais il était mal en point. On savait tous qu'il ne s'en sortirait pas. Il avait le dos brisé, il ne sentait plus ses jambes, les 2 jambes cassées, dont une au fémur. Il avait perdu beaucoup de sang. Il était confus, apeuré. Il avait sûrement aggravé ses blessures en essayant de ramper. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais dans l'hélico, je lui ai demandé pourquoi il était parti. Je voulais quelque chose à dire à sa mère, pour qu'elle ne s'en veuille pas. Parce qu'il allait mourir, et elle n'aurait peut-être pas le temps de lui poser la question elle-même. Il pleurait, et il m'a parlé d'un petit garçon triste qui voulait jouer avec lui. Le garçon voulait échanger pour pouvoir rentrer chez lui. Ensuite, il a fermé les yeux, et quand il les a rouverts, il était dans le canyon. Il n'arrêtait pas de pleurer, de demander où était sa maman. Je lui ai tenu la main et essayé de le calmer. Il faisait froid là-bas. Il répétait. Mes jambes étaient gelées. Il faisait froid là-bas. C'est froid en moi. Il s'est affaibli, s'est tu. Puis, à 5 minutes de l'hôpital, il m'a regardé droit dans les yeux, des larmes énormes coulant sur ses joues. Il m'a dit « Maman me verra plus. J'aime maman. J'aimerais qu'elle soit là. » Et il a fermé les yeux, pour ne plus jamais les rouvrir. Ce cas m'a profondément marqué. Alors j'ai parlé à un ranger plus expérimenté, qui m'a beaucoup aidé à gérer ça. Avec le temps, on s'est rapprochés, et un jour, il m'a raconté une histoire à lui. Troublante, mais ça m'a rassuré de savoir que je n'étais pas le seul à vivre des choses comme ça. Je pense que ça s'est passé avant ton arrivée, sinon tu t'en souviendrais. Ça n'a jamais été dans les journaux, va savoir pourquoi. Mais les anciens s'en rappellent. Le parc a vendu un bout de terrain à une société de bûcheronnage. C'était controversé, mais on avait besoin d'argent. Bref, ils abattèrent des arbres. Et là on reçoit un appel, disant qu'on doit envoyer les superviseurs immédiatement. On y va à plusieurs, en renfort. Et en arrivant, tous les gars sont rassemblés autour d'un arbre fraîchement coupé. Ils sont furax. Le contremaître vient vers nous, furibard. C'est quoi ce bordel? Vous croyez qu'on joue? On a acheté ce terrain légalement. On pige rien. Il nous montre l'arbre. À l'intérieur, dans une cavité, il y avait une main. Une vraie main humaine. Parfaitement sectionnée.
et fusionner dans le bois. On croit à une blague, alors on s'apprête à repartir. Mais ils menacent d'appeler les flics et les médias. Alors les chefs restent. La main n'était ni momifiée, ni en décomposition, toute fraîche et clairement intégrée dans l'arbre vivant. Les bûcherons jurent n'y être pour rien. Les flics découpent le tronc autour de la main, l'emportent. Enquête, zone bouclée. Mais ils n'ont jamais rien trouvé. Depuis, c'est devenu une légende. Et à ma connaissance, on n'a plus jamais vendu de terrain. Comme vous le savez, j'ai assisté récemment à un séminaire de formation. Et j'y ai entendu des trucs incroyables et horribles. Un soir, autour du feu, alors qu'on était déjà bien éméchés, vous allez voir que c'est une constante. Un type avec qui je discutais m'a raconté une histoire. Moi et un autre gars, on était en patrouille parce que des campeurs avaient signalé des cris pendant la nuit. Donc on part sur le terrain, pensant qu'un putain de puma s'est encore incrusté dans le coin, et j'étais furax. Cette année-là, on en avait déjà eu 3 dans les zones de camping, et j'en avais ras-le-bol de devoir gérer ça. Et puis, je les aime pas, ces bestioles. Ils sont chiants, bruyants, et ils me foutent les jetons. Putain de chat, des saloperies. Je râle là-dessus au gars qui m'accompagne. Lui, il trouve ça super drôle. On voit des branches cassées, des espèces de tanières. Donc on pense savoir où la bestiole se planque. Je passe un appel radio, ils me disent de confirmer si possible. Ce qui veut dire, en gros, qu'ils veulent que je marche dans une merde de bête pour leur prouver qu'elle est là. Je vois rien de tout ça, donc je leur dis merde, j'en ai marre. On sait que cette saloperie est dans le coin, même si je me fais pas mordre les mollets. Le gars qui est avec moi s'éloigne pour aller pisser, je reste à surveiller une petite cavité sous un arbre. Peut-être un renard? J'adore les renards, mec. Trop mignon. Bref, je suis là, je scrute, et j'entends des branches craquer. Mais ça vient du côté opposé à là où mon collègue est parti. J'ai mon flingue. Mais toi et moi, on sait bien que ça sert à rien contre un puma. Je larme, je gueule à mon partenaire de rappliquer. Mais il est trop loin. Il entend pas. Je me redresse, je vise, et là, mec, j'ai failli me pisser dessus. Un type arrive, en faisant des saltos arrière. Je te jure, il se déplace en enchaînant des putains de backflips à travers la forêt. Il évite tous les troncs, toutes les broussailles, comme s'il savait exactement où poser les pieds. Je crie au mec d'arrêter là où il est, que j'ai une arme pointée sur lui. Mais il continue, et là je craque. Je tire au sol devant lui. C'était débile, mais mec, je voulais pas qu'il s'approche plus. Il était à une 50aine de mètres. Dès que le coup est parti, il s'arrête net, tourne sur lui-même, et se remet à faire des saltos arrière dans la forêt, en s'éloignant. Mon pote entend le tir, rapplique et me demande ce qui se passe. Je lui dis qu'il y a un taré dans le coin, drogué à Dieu sait quoi, et qu'on doit se casser vite fait. J'ai signalé l'incident aux flics, et j'ai pas eu d'ennui pour avoir tiré. Mais putain, je sais pas ce que ce type avait pris, mais j'ai jamais vu un truc pareil. C'était du délire complet. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire qu'il se passe des choses dans ces bois. Je vais pas balancer de théorie, ni prétendre savoir de quoi il s'agit. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est foutrement important d'être prudent quand vous vous aventurez dans la nature. Beaucoup d'entre vous pensent être invincibles, mais la vérité, c'est que vous pouvez mourir là-dehors, être blessé ou disparaître sans laisser de traces. C'est bien plus facile que ce que vous imaginez. L'un des sujets qu'on me pose souvent, ici comme dans la vie réelle, concerne des créatures comme le Rak, le Wendigo et d'autres légendes du même genre. Honnêtement, je ne peux pas dire que je sois un expert dans ces domaines,
Mais d'après quelques lectures rapides, je peux affirmer que j'ai entendu des histoires qui semblent y être vaguement liées. On dit souvent que les légendes viennent de quelque part, et je pense que c'est vrai. Mais comme vous le savez, j'essaie toujours de prendre ces choses avec du recul. C'est une nécessité ici. J'imagine que c'est un peu comme travailler dans un hôpital. On pourrait passer toute la journée à penser au nombre de personnes mortes entre ces murs, aux fantômes qui pourraient rôder, ou peu importe comment on les appelle, mais ça ne sert à rien. Ça ne fait que rendre le travail plus difficile. Beaucoup d'entre nous ressentent ça, et c'est pour ça qu'on essaie d'agir comme si tout était normal. Une fois que tu deviens parano, il n'y a plus vraiment de retour possible, et beaucoup de jeunes recrues finissent par quitter à cause de ça. Mon parc en particulier a un taux de rotation élevé, parce que les cadets obtiennent leur diplôme, se retrouvent confrontés à ces choses, et ne parviennent pas à les oublier. Il faut apprendre à intérioriser et à couper ses émotions. J'ai discuté un peu avec Cadet de son expérience, parce que je voulais savoir ce qu'elle pensait du Wendigo. Elle n'avait pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'elle préférait ne pas y penser. Mais elle m'a raconté qu'un de ses amis avait vécu quelque chose de similaire. J'ai contacté cette personne, Ash, via Skype, et elle a accepté de me parler un peu. Elle est au courant de ce que je publie ici, et elle m'a donné son accord pour publier son témoignage tel quel. J'ai grandi dans le centre de l'Oregon, et il y a une réserve appelée Warm Springs, à environ 2 heures de chez moi. Je le mentionne parce que beaucoup de gens de ma région ont des amis là-bas, et une grande partie des terres autour appartient à cette tribu. Quand j'étais gamin, on allait souvent camper dans cette zone. Pas sur la réserve, bien sûr, mais dans les environs. Et j'ai rencontré pas mal d'enfants qui y vivaient. J'ai bien accroché avec un garçon nommé Nolan, et on passait beaucoup de temps ensemble quand nos familles étaient dans le coin. Nos parents s'étaient liés, donc on se retrouvait à camper au même moment. On restait là 2 semaines, donc on était dehors pendant un bon moment. Je lui ai demandé s'il campait en camping-car. Oui, mon père en avait un, donc je suppose que ce n'était pas du vrai camping, mais on prenait quand même nos tentes et on les installait à l'écart du camp principal la plupart des nuits. Je n'aimais pas dormir dedans, j'aimais mieux être dehors. On a discuté un peu du camping. Bref, une année, Nolan et moi étions là-bas. Je crois qu'on devait avoir 12 ans. On voulait aller camper près de la rivière pour essayer de pêcher de nuit. On s'est éloigné d'environ un demi-kilomètre du camp principal. Assez loin pour ne plus entendre ou voir personne, je m'en souviens. On a passé la journée à traîner, je ne me rappelle pas trop quoi, mais on a fini par faire un feu, et j'étais impressionnée parce qu'il avait une sorte de silex ou je sais pas quoi pour l'allumer. Je n'avais jamais vu ça, donc j'ai trouvé ça super. Il m'a montré comment faire, et on a brûlé quelques trucs, ce qui, avec le recul, était vraiment débile. Parce que c'était en plein été, et je crois que le niveau d'alerte incendie était à jaune ou orange, mais heureusement, on n'a rien déclenché. Quand la nuit est tombée, on a parlé de trucs de gosses, je suppose. Je ne me souviens pas des détails. Ce dont je me souviens, par contre, c'est que Nolan a soudain regardé par-dessus mon épaule, vers la rivière, et m'a demandé si je voyais quelque chose. Notre camp était installé à environ 3 mètres du bord, à l'endroit le plus large, donc la rivière faisait peut-être 6 ou 7 mètres de large à cet endroit. Il fait chaud là-haut l'été, mais l'eau reste glacée et c'est important pour la suite. J'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu quelque chose entrer dans l'eau de l'autre côté. De là où on était, ça ressemblait à un cerf, mais à cause de la lumière du feu, c'était difficile à distinguer. Je me suis levée pour mieux voir et j'ai aperçu une paire de bois, donc j'ai supposé que c'était un mâle. Mais je trouvais ça bizarre qu'il entre dans la rivière, surtout qu'il venait droit vers nous. J'ai demandé à Nolan ce qu'il pensait qu'on devait faire. Il regardait le feu avec une expression étrange et m'a dit de m'asseoir et de la fermer. Alors je l'ai fait, parce que je ne l'avais jamais vu comme ça. Il murmurait qu'on devait l'ignorer et continuait à parler comme si de rien n'était, mais je ne savais pas quoi dire. Il parlait d'un épisode d'une série, mais moi, j'entendais le cerf s'approcher dans l'eau, donc je ne faisais pas attention et j'essayais de regarder par-dessus son épaule. Mais à chaque fois, il me donnait un petit coup au bras pour me forcer à le regarder lui. Je n'avais pas vraiment peur, je crois, j'étais juste confus. Mais ensuite, j'ai entendu le cerf sortir de l'eau et j'ai commencé à deviner sa silhouette.
J'ai compris que ce n'était pas un cerf, parce que la chose marchait sur deux jambes. J'ai voulu me lever, complètement paniqué, mais Nolan m'a tiré vers le sol et s'est mis à parler plus fort de sa série, et je voyais bien qu'il avait encore plus peur que moi. Il s'est penché et a remué le feu avec un bâton, puis il m'a chuchoté que quoi que je fasse, je ne devais pas lui parler. Je le voyais s'approcher. Il s'est arrêté juste derrière Nolan. J'étais à deux doigts de me pisser dessus, et je crois que si j'avais été seule, je me serais enfuie. Mais je ne voulais pas le laisser. Alors je suis restée immobile, jetant des coups d'œil furtifs. Ce n'était pas très grand, mais sa façon de se déplacer était anormale. Son équilibre semblait détraqué. Je n'arrive pas à bien l'expliquer, mais on aurait dit qu'il penchait trop vers l'avant, en permanence. Il est resté là, debout, derrière Nolan, un long moment. Finalement, Nolan a manqué de sujet à raconter et on est resté silencieux un instant. Le feu faisait un peu de bruit, mais j'ai cru entendre la créature murmurer, très bas. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait et je me suis penchée un tout petit peu vers elle. Et j'ai littéralement pissé dans mon froc quand elle s'est penchée aussi. Je ne voyais pas son visage, mais j'ai vu ses yeux. Ses yeux étaient troubles et laiteux. Et si tu veux savoir à quoi il ressemblait, regarde cette scène dans Le Seigneur des Anneaux où Frodon tombe dans le lac et que tous les morts flottent vers lui. C'était exactement ça. Ses deux yeux blancs, sans vie, qui flottaient au-dessus de la tête de Nolan, avec juste la silhouette à peine discernable des bois sortant de son crâne. Je ne sais pas quelle tête j'ai faite, mais au même moment, Nolan et moi, on a dégagé en courant comme des dératés, sans s'arrêter une seule seconde jusqu'à ce qu'on soit revenu au camp principal. Mon pantalon était trempé d'urine, donc je l'ai enlevé en courant et je l'ai balancé dans les buissons. On s'est arrêté juste devant le camping-car de mon père, on ne voyait rien nous poursuivre, alors on s'est posé là pour reprendre notre souffle. Je lui ai demandé ce que c'était que ce truc, mais il a dit qu'il ne savait pas. Il m'a seulement dit que son grand-père lui avait un jour conseillé que, si jamais une chose s'approchait de lui dans le désert, il ne devait jamais lui parler ou écouter ce qu'elle disait. Je lui ai demandé s'il l'avait aussi entendu parler. Il m'a dit que la seule chose qu'il avait comprise, c'était « aidez-toi ». Je crois qu'on a fini par dormir dans le camping-car avec mes parents. La nuit suivante, on est retourné là-bas, mais on n'a rien vu. Cette histoire me rappelle beaucoup la légende du Wendigo. Il y a une phrase qu'on utilise pour le décrire et qui, à mon sens, colle parfaitement. Le Wendigo est l'esprit des lieux solitaires. J'ai aussi essayé d'en savoir plus sur l'homme sans visage, dans la mesure du possible. Et j'ai trouvé quelques histoires similaires. J'ai interrogé des amis, et l'un d'eux m'a raconté avoir vu quelque chose d'approchant pendant des travaux de maintenance dans un parc de sa région. On dînait en ville, 5 personnes en tout, moi inclus. Ce gars, il repeignait un kiosque d'information quand un homme lui a demandé la direction du camping le plus proche. Il ne s'est pas retourné parce qu'il était en haut d'une échelle, mais il lui a répondu qu'il n'y avait aucun camping dans le coin, que s'il roulait environ 6 km plus bas, il en trouverait un dans un autre parc. Il lui a demandé s'il pouvait l'aider davantage, mais l'homme a dit non et l'a remercié. Mon ami a continué à peindre, tout en restant attentif. Mais il n'a jamais entendu l'homme partir. Dès qu'il m'a parlé, j'ai eu la chair de poule dans la nuque. Je ne savais pas pourquoi. J'avais juste une très mauvaise impression. J'avais envie de finir ce foutu kiosque et de me tirer. Je me suis dit que c'était peut-être parce que je ne pouvais pas le voir, vu que j'étais sur l'échelle. Mais non, c'était autre chose. Et puis il y avait aussi cette odeur bizarre qui flottait dans l'air avant même qu'il me parle. Une odeur de sang menstruel rance. J'ai regardé autour de moi pour voir d'où ça venait, mais j'ai rien trouvé. J'attendais qu'il parte, mais je n'entendais aucun pas s'éloigner. Alors j'ai commencé à flipper, à me dire qu'il était toujours là, juste en train de me mater. J'ai redemandé si je pouvais faire quelque chose pour lui, mais aucune réponse. Je savais qu'il était encore là. Alors j'ai tourné la tête, maladroitement, pour le regarder en bas de l'échelle. Et là, je te jure sur ma vie, Russ, pendant une fraction de seconde, ce type n'avait pas de visage. Rien. Une surface lisse, presque concave,
comme modelé dans la cire. J'ai cru faire une putain de crise cardiaque. Mon cerveau refusait de comprendre ce que je voyais. J'allais dire un truc, mais il y a eu un genre de pop dans ma tête et soudain, il avait un visage normal. Il a vu ma tronche et m'a demandé si tout allait bien. J'ai juste dit « Ouais, c'est bon ». Il me redemande où est le camping. Je lui indique la direction. Et là, il me dit « Je viens pas du coin. Vous pouvez m'accompagner ?» Et là, je capte qu'un truc cloche vraiment. Ce type aurait jamais pu arriver ici sans savoir où il allait. Et il n'y avait aucune voiture dans le coin. Donc il est venu comment? Je lui dis que je suis désolé, mais que je peux pas le transporter avec un véhicule de fonction. Il insiste « S'il vous plaît, je suis complètement perdu. Venez avec moi, aidez-moi à y aller. » Là, ça commence à sentir l'embuscade. Je lui dis que je peux appeler un taxi. Je sors mon téléphone. Et il lâche juste un « non » avant de s'en aller très vite. Mais il ne sort pas du parc. Il retourne dans la putain de forêt. Là, j'ai sauté dans mon camion. J'ai laissé tomber la peinture et je me suis barré. En partant, j'ai regardé dans mon rétro pour voir où il était. Il était juste à la lisière des arbres. Je sais pas comment il avait fait pour arriver là si vite. Et cette fois, je suis sûr qu'il n'avait pas de visage. Il me regardait m'éloigner. Juste avant que je prenne le virage, il a fait un grand pas en arrière dans les arbres et... il s'est dissous, je dirais. Peut-être qu'il faisait juste sombre et qu'il s'est fondu dans l'ombre. Mais j'ai eu la sensation qu'il avait tout simplement fondu dans l'air. Fait intéressant, juste après que ce gars ait fini son histoire, un autre a pris la parole, avec un témoignage similaire, mais un peu différent. Tu sais quoi, moi aussi j'ai eu un truc un peu bizarre dans ce genre-là, il n'y a pas si longtemps. J'étais en train de faire du repérage pour un sentier, complètement paumé au milieu de nulle part, pour décider par où la piste allait passer. Je n'avais vu absolument personne depuis au moins 2 heures, donc je faisais pas trop gaffe à où je marchais. Je regardais surtout le sol. Et puis, sans prévenir, je passe une petite colline et je tombe presque nez à nez avec un type. Il avait dans les 60 ans, je dirais. Et j'ai commencé à m'excuser pour l'avoir presque percuté. Et là, j'ai remarqué son visage. Et j'ai dû passer pour un con parce que je me suis arrêté net et je l'ai fixé. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qui clochait, mais ce gars avait un visage énorme. Je sais que ça sonne bizarre, mais c'est la seule façon que j'ai de le décrire. Sa tête était normale, pas démesurée, mais son visage prenait trop de place, comme si chaque trait avait été agrandi 2 fois. Il ne disait rien, il se contentait de me regarder. Et moi, je me suis reculé. J'ai bredouillé des excuses, puis j'ai contourné le type et j'ai foutu le camp. Tout le reste de la journée, je n'ai pas arrêté de me retourner pour vérifier qu'il ne me suivait pas ou un truc du genre. Je sais que ça a l'air ridicule, mais je te jure que c'est l'une des choses les plus flippantes que j'ai jamais vues. Un peu plus tard, j'ai orienté la conversation vers le sujet des escaliers, et là, changement d'ambiance. Personne n'a répondu tout de suite. Même loin du boulot, c'est un sujet tabou. Mais j'ai brisé la glace avec une de mes propres histoires, et le gars qui avait parlé de l'homme sans visage a finalement raconté celle-ci, tout bas. Il y a quelques années, je faisais du camping avec ma copine, à environ 3 bornes de la route, à un spot que je connaissais bien. On est allé se coucher, mais on n'arrivait pas à dormir parce que... Quelqu'un a balancé une blague à ce moment-là, et on a failli partir en fou rire sur un autre sujet, mais j'ai recentré la discussion. Ouais, très drôle. Enfoiré. Bref, c'était à cause de ce bruit de grincement. Mon frère grinçait des dents la nuit, et ça me rappelait un peu ça. Ma copine était en panique, mais moi j'arrêtais pas de lui dire d'ignorer. J'avais déjà entendu ce bruit avant. Faut juste ne pas y faire attention. Ça finit par partir. Vous voyez de quoi je parle? On voyait tous très bien. Finalement, elle a réussi à s'endormir, mais moi, je me suis réveillé 2 heures plus tard parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Je me suis retourné et elle n'était plus là. Là, j'ai paniqué. Il s'est arrêté un moment, a pris une longue gorgée de sa bière. Je suis sorti de la tente en criant son prénom. J'ai pas eu à aller loin. Elle était juste au bord du campement, en train de regarder quelque chose dans les arbres. Elle était super pâle. Le feu était presque éteint, mais il faisait encore assez de lumière pour que je la voie clairement. J'ai couru vers elle pour voir ce qui se passait. Elle dormait profondément.
mais ses yeux étaient ouverts. Elle avait ce regard complètement absent. Tu vois le genre. J'ai passé un bras autour d'elle pour la ramener à la tente, mais elle ne bougeait pas. Elle a juste murmuré un truc du genre « Je dois y aller maintenant, Eddie. Je dois y aller. Il est là. » Je lui ai dit qu'elle somnambulait, qu'elle devait juste revenir se coucher. Mais elle restait là, à répéter qu'elle devait y aller. Alors j'ai regardé dans la direction qu'elle fixait. Et là, à une quinzaine de mètres, il y avait un putain d'escalier, gris, en béton. Elle a commencé à s'en approcher, mais je l'ai tirée en arrière, et ça l'a réveillée. Elle m'a regardé comme si j'étais cinglé, et m'a demandé ce qu'elle foutait hors de la tente. Je lui ai dit qu'elle avait marché en dormant. Rien d'autre, le bruit de grincement avait disparu. Elle est retournée sous la tente avec moi et s'est rendormie. Je sais pas. J'aime pas y repenser. On comprenait tous ce qu'il voulait dire. Quelqu'un d'autre a enchaîné. Vous vous souvenez de ce gamin, là? Je sais plus ce qu'il avait, un truc cérébral. Pas la trisomie, mais quelque chose comme ça. J'ai lu son rapport. Celui qu'il a donné après qu'on l'a retrouvé une semaine après sa disparition. C'était n'importe quoi. Faut prendre ça avec des pincettes parce que va savoir ce que ce gosse considère comme réel. Mais je vous jure, il y a des détails qu'il aurait pas pu inventer. Comme quoi? Déjà, il a parlé des escaliers. Il disait qu'il regardait son père faire un feu et que les escaliers étaient revenus vers lui. Et qu'il devait y monter sinon quelque chose de mauvais allait arriver. Les flics comprenaient rien à ce qu'il disait après ça. Il répétait juste, comme le feu de camp, encore et encore. Il parlait aussi de bruit, mais il pouvait pas les décrire. Il disait juste que c'était très fort et qu'il s'était bouché les oreilles. Mais le truc que je retiens le plus, c'est quand ils lui ont demandé où il était allé. Il a juste répondu qu'il était là. Il pointait son torse, genre il disait qu'il avait jamais quitté l'endroit. Il disait qu'il n'avait pas eu peur parce que les escaliers étaient là. Et que les escaliers lui parlaient, mais pas comme des gens parlent. Franchement, c'était flou et confus. Je pense que les flics n'ont pas noté la moitié de ce qu'il disait. Finalement, ils ont conclu que le gamin avait eu une sorte d'amnésie ou de fugue. Et qu'il n'y avait pas eu de crime. Mais ça explique pas comment il est revenu une semaine plus tard, en parfait état. Pas une trace de saleté et bien nourri. Mais bon, si les flics le disent. Ceci sera ma dernière mise à jour pour l'instant. Les choses se sont détériorées ici, bien plus que je ne l'avais prévu. Je n'avais pas réalisé à quel point écrire à propos de ce qui se passe ici allait affecter chaque aspect de ma vie. Et peut-être que c'était idiot de ma part. Peut-être que j'aurais dû y réfléchir plus sérieusement. Honnêtement, je pensais simplement que j'écrivais des choses que quelques personnes curieuses voudraient lire. Je ne pensais pas que ça attirerait autant d'attention. Les gens me posent des questions sur les escaliers, maintenant. Pas tous les jours, mais quand ça arrive, je ne sais jamais quoi répondre. Mes supérieurs savent que quelqu'un en parle. Et s'ils le savent, les gens encore plus haut placés le savent aussi. Je peux vous dire qu'ils n'en sont pas contents. J'ai reçu l'ordre officiel de ne plus jamais parler des escaliers à personne, ce qui est en grande partie la raison pour laquelle ceci sera ma dernière mise à jour. Je ne peux pas risquer mon travail pour ça. Aussi libérateur que cela ait été de vider mon sac, j'aime toujours profondément ce que je fais. Et j'ai besoin d'être ici. Rien que le fait d'être conscient de ce qui se passe vraiment me donne une bonne raison de rester. Je ne peux peut-être pas dire aux gens ce qu'ils risquent, mais si je vois quelque chose, je peux toujours détourner les randonneurs vers des zones plus sûres. Avec toute l'attention qu'ont reçu ces histoires, j'ai entendu beaucoup de récits partagés dans tous les sens. J'en ai entendu tellement que je ne me souviens même plus de la majorité. Ceux dont je me souviens, ce sont justement ceux que j'aimerais pouvoir oublier. L'une des histoires qui a beaucoup circulé ici concerne une jeune femme disparue dans le nord de l'État. Au début, tout le monde pensait qu'elle s'était enfuie. Elle ne venait pas d'un foyer très stable, donc ce n'était pas une grosse surprise de penser qu'elle avait décidé de tout plaquer.
mais des gens ont commencé à dire qu'ils l'avaient aperçue dans le parc peu avant sa disparition. Alors quelques rangers ont été envoyés pour s'assurer qu'elle ne s'était pas pendue quelque part sur un sentier reculé. Ils ont fini par la retrouver. Enfin, une partie d'elle. Juste la moitié de sa langue et un quart de sa mâchoire inférieure. D'après ce qu'on m'a dit, les coupures étaient très nettes. Le reste de son corps n'a jamais été retrouvé. Et il y a tellement d'histoires d'enfants, des enfants qui disparaissent, qu'on retrouve coincés dans des cavernes, coincés dans des fentes où même un adulte ne passerait pas. Des enfants retrouvés au sommet de montagnes ou au fond de ravins vertigineux. Des chaussures manquantes, des chaussettes perdues, ou alors les deux parfaitement intactes, alors qu'ils ont disparu à des kilomètres de là. Tellement d'histoires aussi de gens aux yeux noirs, qui errent dans les bois la nuit, imitant des sons d'eau qui coulent ou des hurlements de lynx. Il y a ce type, en particulier, qui court tous les plateaux télé possibles pour raconter la même histoire. Il faisait une chasse aux cerfs en camping, dans une zone extrêmement reculée. Il s'est réveillé parce que quelque chose grattait sa tente. Il pensait à un raton laveur ou un renard, jusqu'à ce que quelque chose plaque son visage contre la toile. Et là, il a pu distinguer clairement un nez et une bouche humains. Il a donné un coup de pied, mais la chose a reculé. Quand il a ouvert sa tente avec son fusil à la main, il n'y avait plus rien. Il a tiré 2 coups de semonce, et alors que l'écho se dissipait, il a entendu une branche craquer derrière lui. Un homme se tenait là, à la lisière du campement. Cet homme ne portait aucun vêtement, mais il n'avait pas non plus de peau humaine. Selon le chasseur, c'était comme si le type était fait d'un amas de viande crue et de poils, comme si quelqu'un avait ramassé des restes d'animaux morts sur la route et les avait moulés en forme de corps. Son visage était informe, juste une vague ébauche humaine. La créature a ouvert sa bouche de travers, et de sa gorge est sorti le bruit exact du fusil que le chasseur venait de tirer. Elle l'a fait 2 fois, puis elle a imité le son de la fermeture éclair de la tente, et a fui dans la nuit. Hier encore, un jeune couple venu randonner dans les zones rocheuses de mon parc m'a rapporté un témoignage étrange. Ils observaient au loin avec des jumelles, et l'homme a vu un randonneur escalader une falaise abrupte. Il le regardait grimper, et ce n'est qu'après que ça lui a paru étrange. Le grimpeur n'avait aucun équipement. Quand ce dernier a atteint le sommet, environ 8 km plus loin, il s'est tourné vers eux. L'homme m'a dit que, quoi que ce soit, la chose le regardait directement dans les yeux. Puis, elle leur a fait un grand geste de la main, comme une salutation exagérée, avant de se plier en 2, par la taille, sur le côté, et de sauter dans le vide. Il n'a pas vu où la créature a atterri. Je leur ai dit que j'allais aller vérifier. J'ai menti. Je ne déposerai aucun rapport, parce qu'il y en a 10 autres exactement pareils. Ce grimpeur, tout le monde le connaît. Dans cette zone, je ne pose plus de questions. Il y a tellement de choses que je ne comprendrai jamais à propos de mon travail. Et il me faudrait des années pour raconter tout ce que j'ai entendu ces derniers mois. Quand je sentirai que mon poste n'est plus en danger, je reviendrai. Peut-être sous une autre forme, mais je reviendrai. Merci à tous de m'avoir suivi et d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous allez dans les bois, je vous en supplie, soyez prudents. Prenez de l'eau, de la nourriture, de quoi survivre. Prévenez quelqu'un de votre itinéraire. Et ne quittez jamais les sentiers balisés sans savoir parfaitement ce que vous faites. Et surtout, ne les touchez pas, ne les regardez pas, ne montez pas dessus.